Notre homme se réveille face à la dure réalité d'être enfermé dans une cage métallique. Il est complètement nu et n'a aucune idée d'où il est ni comment il s'est retrouvé dans un tel pétrin. Le temps que ses yeux s'habituent, il jette un coup d'œil autour de lui et aperçoit tout un tas d'autres cages semblables à la sienne. Chacune d'elles est peuplée d'une pauvre âme qui a l'air tout aussi misérable que la précédente. Il est assez évident qu'ils vont tous être vendus comme esclaves. Mais Jean, en réalité, reste totalement imperturbable face à cette situation sinistre. Parce que lorsqu'une jeune fille bandite apparaît, elle vient les nourrir. Il se lève tranquillement et se met à déchirer. Il déchire le cadre métallique comme s'il était en carton. Quand la jeune fille le voit déchirer de l'acier massif sans effort, elle en reste bouche bée. Elle est complètement paralysée, un mélange de choc et de terreur pure. La pauvre fille est persuadée qu'il va lui briser la nuque sur le champ. Mais au lieu de lui faire du mal, notre garçon soigne une de ses blessures et commence à obtenir son récit complet. Il s'avère qu'elle ne travaille avec ces bandits que parce qu'ils la retiennent en otage. Ils ont enlevé son petit frère et la forcent à coopérer si elle veut le revoir un jour. Jean décide donc qu'il en a assez entendu et qu'il est temps de faire le ménage ici et maintenant. Il donne un coup de pied si violent dans la porte principale qu'elle s'envole de ses gonds, emportant le premier bandit avec elle. Le garde est projeté dans les airs avec les débris. Et il fait tout cela sans porter un seul vêtement, sans même avoir l'air de s'en apercevoir ou de s'en soucier. Jean se met simplement à progresser dans la cachette, éliminant les malfrats un par un. Il ne laisse derrière lui que des corps inconscients et un tas de meubles cassés. Les bandits sont abasourdis et incapables d'opposer une véritable résistance. Il se déplace beaucoup trop vite pour qu'ils puissent le suivre. Il est tout simplement beaucoup trop rapide pour qu'ils puissent le suivre. Après avoir éliminé les petits poissons, ils se retrouvent finalement face à face avec leur chef. Et ce salaud, qui est censé être une véritable force de la nature dans ce monde, il ne songe même pas à se défendre. Il voit comment notre homme a traité le dernier membre de son équipe et le supplie immédiatement d'arrêter, en lui demandant ce qu'il veut. Le patron lui propose désespérément n'importe quoi, affirmant que l'argent et les esclaves ne sont pas un problème. Mais Jean n'est pas là pour conclure un marché et se contente d'éliminer le dernier bandit. Puis il réduit lentement la distance qui le sépare du patron. Le chef des bandits est complètement perdu et ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas pourquoi ses pouvoirs spirituels ont soudainement cessé de fonctionner. Il n'arrive tout simplement pas à comprendre comment cet homme nu peut être aussi incroyablement puissant. Jean lui lance un regard comme s'il fixait un insecte pitoyable. À ce moment-là, le salaud réalise qu'il est complètement foutu. Alors il se retourne et se précipite désespérément vers son dernier recours. Il court vers une cage qui renferme un monstre féroce. Le chef des bandits est persuadé que notre garçon est enfin cuit. Mais au moment où la créature se jette sur lui pour frapper, Jean arrête sans effort son attaque d'une seule main. Ce salaud est maintenant véritablement sous le choc. Il n'a jamais vu un être humain bloquer à main nue un coup direct d'un monstre. Il s'avère que Jean possède une constitution surhumaine, et ce n'est même pas la moitié du problème. Il puise alors dans ses pouvoirs divins. Un énorme rayon d'énergie jaillit et vaporise instantanément le monstre. Et quand la fumée se sera enfin dissipée, il reporte alors son attention sur ce salaud, prêt à lui infliger une bonne raclée. C'était la vengeance pour chaque personne innocente que ce vaurien avait tourmenté. Mais comment Jean est-il devenu aussi incroyablement puissant et quelle est l'histoire de ses capacités? Eh bien, pour avoir une vue d'ensemble, il faut remonter le temps d'environ 100 millions d'années. Un cataclysme d'une ampleur colossale s'est abattu sur la planète Terre, provoquant une extinction massive. Cette catastrophe a complètement anéanti l'espèce humaine. Tout le monde, jusqu'à la dernière personne, avait disparu. Tout ce chaos apocalyptique a commencé lorsqu'un mystérieux virus a commencé à infecter et à muter le règne animal. Cela les a transformés en créatures terrifiantes et surnaturelles, comme sorties d'un cauchemar. Ces nouvelles abominations finirent par recevoir un nom. Les corrupteurs. L'épidémie s'est propagée à une vitesse terrifiante, et en quelques années seulement, la situation de l'humanité était devenue catastrophique. En un clin d'œil, 99% de la population avait péri dans la dévastation. Les quelques fragments d'humanité qui subsistaient ont fait de leur mieux pour tenir bon et tenter de riposter tant bien que mal. Malheureusement, ils n'ont pas tardé à se rendre compte que leurs armes conventionnelles étaient totalement inutiles contre ces nouvelles créatures. Poussés au bord de l'extinction, des humains désespérés ont commencé à mener des expériences sur leurs propres congénères. De toutes ces épreuves périlleuses,
un homme nommé Jin Shudu fut le seul sujet à obtenir des résultats concluants. Aux côtés de Jin, des scientifiques ont mis au point un contre-virus composé de nanomachines, conçu spécifiquement pour assainir l'environnement empoisonné de la planète. Désormais doté de capacités totalement inégalées, Jin s'est imposé comme le sauveur surhumain de ce monde brisé. Sa mission consistait désormais entièrement à protéger les derniers groupes de survivants humains dispersés à travers le monde. Au final, tous ces efforts furent complètement vains. Ils avaient tout simplement agi bien trop tard pour changer quoi que ce soit. Et finalement, même les tout derniers survivants humains furent anéantis. N'ayant plus personne à protéger, l'existence même de Jin lui semblait dénuée de sens, puisqu'il avait échoué dans la seule mission pour laquelle il avait été créé. Du moins, c'était la sombre conclusion à laquelle était parvenu son ami scientifique Kagura. Jin était sur une longueur d'onde complètement différente et refusait de perdre espoir. Il pensait que même si la population actuelle était une cause perdue, ses pouvoirs pourraient encore changer la donne pour quiconque viendrait ensuite. Les nanomachines étaient déjà à l'œuvre, en train de faire leur travail. Nettoyer la planète de l'influence toxique du corrupteur, il était donc assez confiant que la Terre finirait par se remettre sur pied. Notre garçon était tout à fait prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudrait. Donc, Kagura enferma Jin dans une capsule d'hibernation, un cercueil de haute technologie conçu pour le maintenir en vie pendant la très longue attente à venir. Jin était inconscient dans sa capsule de stase. Les monstres à l'extérieur poursuivirent leur déchaînement sur la planète désolée. Mais à mesure que les décennies s'accumulaient lentement pour devenir des siècles, et ces siècles finirent par se fondre en millénaires, l'environnement de la planète a finalement atteint un point de basculement et a commencé à changer rapidement. Ces créatures originelles, super mutées, commencèrent à s'affaiblir et à disparaître progressivement. Cela a ouvert la voie à l'émergence et à la prospérité d'espèces entièrement nouvelles. Ce cycle de mort et de renaissance s'est répété pendant une période stupéfiante de 100 millions d'années. Ce qui nous amène à la situation actuelle, où 3 humanoïdes nouvellement évolués fuient désespérément un monstre terrifiant. Pris de panique, les survivants tombent sur l'entrée d'une ruine antique. Sans hésiter, ils se précipitent à l'intérieur pour se cacher de la bête. Mais la créature démoniaque qui les traque fait irruption dans l'établissement, à leur trousse. Dos au mur et sans issue, le trio accepte en gros qu'il est sur le point de devenir le repas du monstre. Dans un dernier geste désespéré, la jeune fille du groupe crie à l'aide, priant le dieu protecteur de leur village de venir les sauver. Et contre toute attente, son appel désespéré est effectivement entendu. Sa voix provoque le réveil de notre héros, qui dormait dans une capsule juste derrière eux depuis 100 millions d'années. L'homme du passé se réveille et libère aussitôt un puissant rayon d'énergie. Elle atteint sa cible de plein fouet, stoppant net la créature. Les 3 survivants sont complètement abasourdis, sans la moindre idée de ce qui vient de se passer. Et la scène devient beaucoup plus étrange lorsqu'un homme complètement nu sort de la machine. La première chose à laquelle pense ce type, c'est de retrouver ses vêtements, que son ami Kagura avait rangés pour lui dans un coffre-fort ultra résistant. Après avoir réussi à remettre en marche les vieux ordinateurs du laboratoire, il découvre qu'il a fait un bond de 100 millions d'années dans le futur. Si la plupart des données sont corrompues, le simple fait que quelque chose fonctionne relève du miracle, prouvant ainsi que le virus nanotechnologique libéré par Kagura a atteint son objectif. Elle a permis d'éliminer les corrupteurs, ce qui, ironiquement, a contribué à empêcher l'effondrement des installations. Il tombe également sur un cube de communication que son vieil ami lui a laissé, mais il n'a aucun moyen de savoir ce qu'il contient pour le moment. Il se tourne alors vers les habitants, oubliant complètement qu'il se trouve toujours là, à découvert. Il lui faut une seconde pour réaliser qu'un groupe d'enfants vient de le surprendre dans la situation la plus embarrassante qui soit. Il s'habille à la hâte, enfilant exactement la même tenue qu'il portait il y a des millions d'années. Quelques instants s'écoulent pour permettre à chacun de se ressaisir. Il sort de l'ancienne structure, suivi de près par l'étrange trio. Il est immédiatement submergé par l'intense luminosité du soleil qui se lève à l'horizon. À vrai dire, il ne s'attendait pas à un spectacle aussi vivant, car le paysage qui s'offrait à lui était absolument époustouflant. Ce monde vibrant contraste fortement avec le paysage apocalyptique et infernal dont il se souvient. Les enfants se précipitent vers leur maison, en disant à leur supposé Dieu protecteur de les accompagner. Notre garçon a d'autres soucis en tête. Il est bien trop occupé à essayer de comprendre de quelle espèce nouvelle il a affaire. Après tout ce temps, l'humanité ne devrait plus être que poussière. Ces humanoïdes aux traits animaux sont forcément le fruit de millions d'années d'évolution.
Il suppose qu'il s'agit d'une combinaison de sélection naturelle et d'une exposition prolongée aux nanomachines. Le fait qu'ils parlent le même langage signifie qu'ils descendent assurément de la même origine humaine. Il leur dit s'appeler Jin Shidu et leur dit qu'ils peuvent simplement l'appeler Jin. La fille aux oreilles de chèvre se présente alors comme Hakama Phil. Celui qui ressemble à un koala s'appelle Danpo et la fille chat à côté de lui s'appelle Shandy. Hakama interrompt les présentations, saisit Jin et commence à le tirer avec elle, tout en lui expliquant que son village est juste devant. Elle est absolument désespérée de ramener leur nouveau dieu gardien chez lui, convaincue qu'il est le seul capable de repousser les monstres qui attaquent son peuple. Mais lorsqu'ils arrivent enfin sur place, il est déjà trop tard. Le village est une zone sinistrée, déjà pillée et en flammes, des quartiers entiers ayant été engloutis par le feu. Shandy perd complètement le contrôle d'elle-même en voyant la destruction, et elle se met à courir en panique totale, en hurlant après sa mère. Tandis qu'il reste là, contemplant les ruines absolues du lieu, Jin prend un instant pour bien assimiler la situation catastrophique dans laquelle il se trouve. Il remarque immédiatement à quel point les défenses de la ville sont pitoyables, avec des murs et des maisons construits uniquement en simple bois. Ce détail à lui seul révèle sans équivoque que cette nouvelle société est extrêmement en retard sur le plan technologique par rapport au monde dont il vient. À mesure qu'il s'enfonce dans le village en flammes, Jin aperçoit une femme qui se bat désespérément contre un monstre à l'apparence vraiment étrange. Et d'un seul coup d'œil, il est évident qu'elle se fait laminer. Il ne lui faut pas longtemps pour reconnaître que la créature ressemble trait pour trait aux corrupteurs de son époque. Ces monstres survivants ne sont pas les seuls à se produire des phénomènes étranges ici. La petite Hakama possède apparemment une sorte de pouvoir magique qui fait littéralement briller son corps. Au final, cependant, son aide n'est même pas nécessaire. Jin fonce en avant et assène un coup de pied unique et brutal qui anéantit complètement le monstre, l'envoyant voler au loin. Sans hésiter, il prend dans ses bras la vieille femme blessée et la met hors de la zone d'explosion immédiate. Cela donne à Little Hakama l'occasion idéale de s'avancer et de porter le coup final. Elle concentre son étrange énergie et elle projette une petite boule de feu qui frappe avec une force bien supérieure à ce que l'on pourrait imaginer. Cela suffit à anéantir le monstre pour de bon. Et en observant le cadavre, la théorie de Jin se confirme. Les nanomachines présentes dans l'air ont totalement anéanti ces créatures de leur fameux pouvoir de guérison. Il n'arrive toujours pas à comprendre comment une jeune fille du coin a pu utiliser ces mêmes nanomachines. Il suppose que ces gens extraient des nanomachines de l'air et les transforment en armes, tout comme lui. Le problème majeur est que, historiquement, seuls les humains de sang pur ont pu maîtriser cette technologie. Il interroge la femme qu'il vient de sauver à ce sujet, se demandant si tout le monde à cette époque possède de tels pouvoirs. Bien qu'elle ne comprenne pas tout à fait sa question, elle lui explique que seuls quelques privilégiés en sont capables. Dans leur culture, on croit que seuls les individus dotés de pouvoirs divins sont dignes d'utiliser cette magie. Dans leur village, il n'y a pas plus de 4 personnes qui possèdent ce privilège. Jin comprend très vite la situation. Les pouvoirs divins ne sont rien d'autre que le nom donné par ces peuples primitifs à la manipulation des nanomachines. Hakama court vers la femme plus âgée, qui est en réalité sa grand-mère. Elle commence à demander où sont passés les autres, pour finalement apprendre qu'ils ont déjà été évacués. L'annonce de cette nouvelle provoque chez eux un immense soulagement. Mais la grand-mère est toujours très inquiète et veut savoir pourquoi les enfants sont revenus dans ce piège mortel au lieu de rester évacués avec les autres. Après tout, ce monstre qu'ils viennent d'abattre, ce n'était qu'une larve. Le monstre adulte, de taille gigantesque, continue de terroriser la région. Soudain, une voix calme tranche avec la panique et la tension. Il rassure la vieille dame en lui disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Quant à l'envahisseur géant dont elle parlait, il affirme tranquillement pouvoir le tuer à lui seul. La grand-mère est abasourdie de revoir ces hommes en plein cœur d'une zone de guerre. Elle s'enquiert aussitôt du sort des autres villageois, mais le guerrier aux cheveux bleus confirme que tous les autres sont déjà en sécurité à l'abri. Il s'avère que l'homme plus âgé accompagné du garçon aux cheveux bleus est en réalité le père d'Hakama. Leurs retrouvailles sont très émouvantes, avant qu'il ne lui demande où elle a disparu, ce qui la pousse à avouer honnêtement qu'elle s'est dirigée directement vers la porte scellée. Cette confession met la grand-mère dans une rage folle, et elle est furieuse qu'Hakama ait osé mettre les pieds sur ce territoire interdit. D'après toutes les légendes locales, les terres au-delà de cette porte sont strictement réservées aux dieux gardiens du village.
Akama explique qu'elle se sentait tellement menacée par les monstres qu'elle est allée implorer l'aide de la divinité. Puis elle souligne fièrement que le dieu en personne, issu de leur légende, se tient là, à leur côté. La grand-mère, comme prévu, est très sceptique. Elle refuse catégoriquement d'accepter que cet enfant inconnu soit leur protecteur divin. Pire encore, rien qu'en le regardant, ils ont déjà décidé que notre garçon devait appartenir à une espèce inférieure. L'idée même de lui conférer un titre aussi sacré leur paraît tout simplement ridicule. Shandy intervient alors, essayant de convaincre son frère aux cheveux bleus que Jin est bien réel. Mais son frère, extrêmement préjugé, la fait immédiatement taire, en soulignant que Jin a des oreilles tout à fait normales, car dans leur société, on est considéré comme un être inférieur si l'on ne présente pas de caractéristiques animales évidentes. Pour ce type, sa petite sœur n'est qu'une enfant naïve qui ne sait pas de quoi elle parle. Elle campe sur ses positions, lui affirmant fièrement que cet homme a éliminé le monstre qui les poursuivait sans le moindre effort. Complètement indifférent, son frère balaie la remarque d'un revers de main, affirmant avec suffisance qu'il aurait pu neutraliser un envahisseur tout aussi facilement. Il finit par se tourner vers notre héros, qui semble déjà complètement exaspéré par tout ce drame inutile. Le guerrier aux cheveux bleus menace alors le nouveau venu, lui ordonnant de quitter le village immédiatement car ils n'ont pas de place pour quelqu'un au sang inférieur. Le grand gueule passe alors juste devant Jin, continuant à parler à tort et à travers. Il est tellement imbu de lui-même qu'il se porte volontaire pour la mission suicide consistant à tuer seul l'envahisseur géant. Au fait, ce type arrogant aux cheveux bleus s'appelle Sars. La grand-mère est visiblement horrifiée par la décision incroyablement imprudente et impulsive que Sars vient de prendre. Elle reporte ensuite son attention sur Jin. Même si elle se fiche toujours de son identité, elle sait qu'il serait vraiment impoli de ne pas le remercier de lui avoir sauvé la vie. Après l'avoir remercié, elle lui demande une dernière chose: ramener les enfants au refuge. Entre-temps, elle prévoit d'empêcher le SRAS de se faire tuer, par pure arrogance. Comme vous pouvez l'imaginer, notre garçon rejette catégoriquement cette idée, car ils ont touché son orgueil. Il n'a aucune intention de se laisser faire après un tel manque de respect. Il est sur le point de prouver clairement qu'il n'est pas un bon à rien, et qu'il n'appartient certainement pas à une race inférieure. Nous bifurquons vers le lac voisin, où une créature absolument répugnante et grotesque nous attend. Monstre gigantesque. Le SRAS a finalement atteint le bord de l'eau. Le type ne cligne même pas des yeux avant de se mettre instantanément en position de combat. Sa lance et son corps crépitent d'une électricité semblable à celle de Zeus. Il se précipite alors à la vitesse de l'éclair vers la bête. Pour contrer cette attaque, ce monstre immonde utilise littéralement ses propres bébés comme projectiles. Heureusement, ces larves visqueuses sont des cibles faciles pour la lance électrifiée du SRAS. Le terrain n'étant dégagé, le SRAS profite de l'opportunité. Il saute très haut dans les airs pour lancer. Une vicieuse entaille lacère profondément le visage de ce salaud. Le monstre hurle de douleur. Bien sûr, nous savons tous que ce ne serait pas aussi simple. Et nous aurions raison. À la grande consternation du SRAS, la profonde blessure du monstre se régénère immédiatement. Le choc soudain stupéfie complètement le guerrier aux cheveux bleus, le laissant ainsi complètement vulnérable à une contre-attaque mortelle qu'il ne pourra esquiver. Mais comme prévu, Jin intervient à la dernière seconde, bloquant le coup violent sans le moindre effort. Le SRAS, cet imbécile jadis incroyablement arrogant, se voit soudainement confronté à une dure réalité, et le spectacle principal ne fait que commencer. Le monstre recule, se préparant à lancer une autre attaque qui semble avoir 2 fois plus de puissance. Notre garçon, par contre, n'en veut rien savoir. Il ne laisse même pas à la créature l'occasion de porter un autre coup. Jin claque des doigts, l'air de rien. Un trou net traverse le corps du monstre. Ce petit morveux arrogant reste là, impuissant, à regarder toute la scène, complètement silencieux et abasourdi. Peu de temps après, le reste du groupe parvient enfin au bord de l'eau. Ils sont tous complètement essoufflés à force de courir jusqu'ici comme des fous. Mais ils n'ont même pas le temps de se remettre que leurs mâchoires se décrochent à nouveau. Ils sont aux premières loges pour voir notre garçon bloquer l'énorme monstre d'une seule main. La bête continue de pousser de toutes ses forces, mais Jin commence à paraître sincèrement ennuyé par toute cette histoire. Il décide d'en finir au plus vite, en saisissant le SRAS par la taille. Et d'un seul mouvement rapide, il les écarte tous les deux d'un bond. Au moment où la caméra effectue un panoramique arrière, nous obtenons la vue complète.
L'immense monstre a été totalement transpercé de tous côtés par l'énergie de Jin. Le SRAS commence à paniquer, hurlant que les attaques spectaculaires n'ont aucune importance si le monstre ne cesse de se régénérer. Heureusement pour lui, Jin en avait déjà tenu compte, et c'est précisément pourquoi les nanomachines se mettent maintenant en marche pour stopper la guérison cellulaire du monstre. Les dégâts infligés par le SRAS auparavant étaient plutôt importants, mais sa coupure était tout simplement trop superficielle pour vaincre le facteur de guérison de la créature. À ce stade, le SRAS est en pleine crise de nerfs, à l'idée que ce soi-disant inférieur puisse être son véritable dieu gardien. Jin trouve cela plutôt drôle et lui explique rapidement qu'il n'a aucune lignée divine qui lui conférerait un titre aussi extravagant. Il sait seulement avec certitude qu'il existe pour une seule raison: protéger les peuples du futur et tuer les monstres qu'il combat en ce moment même. Cela rend la bête furieuse, et elle se met à grogner en agitant son énorme queue. Il tente désespérément d'anéantir le héros rapide qui esquive sans cesse ses attaques comme s'il était fait d'eau. Mais Jin a déjà élaboré un plan pour gagner. Il s'approche et immobilise complètement la créature, l'emprisonnant dans d'épais cristaux de glace jaune. Alors qu'il se prépare à porter le coup final, il prépare une attaque qui va à coup sûr réduire cette bête en miettes. Il finit par tout révéler, se qualifiant de monstre engendré par les erreurs tragiques de l'humanité. Il est une relique ancestrale ayant survécu à 100 millions d'années d'hibernation, l'unique arme conçue pour éradiquer ce fléau de la surface de la Terre. Sars n'a absolument aucune idée de ce dont parle ce type. Tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est de voir si Jin peut réellement justifier ce discours insensé. Et oui, croyez-moi, Jin en est capable. Après tout, il est le produit final d'innombrables expériences horribles, une arme conçue avec une puissance inimaginable. Il est littéralement né des périodes les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité. Dans ce nouveau monde, il est le premier, le dernier et le seul véritable humain qui subsiste. Et sa petite introduction enfin terminée, Jin libère une énorme explosion d'énergie pure. C'est tellement lumineux et impressionnant, il vaporise complètement le monstre en moins d'1 seconde. Le rayon est d'une puissance tellement incroyable qu'il traverse le ciel de part en part, déchirant l'atmosphère. Il poursuit sa course dans le vide spatial. Cela garantit que le lézard géant n'a aucune chance de repousser. La créature ayant été officiellement effacée de l'existence, le SRAS est totalement incapable de former ne serait-ce qu'un seul mot. Son ego démesuré et surdimensionné, je viens de prendre un sérieux retour à la réalité, servi de façon brutale. Pendant ce temps, complètement à l'abri des regards du groupe, quelqu'un a observé Jin tout ce temps, caché derrière les arbres. La mission initiale de cette mystérieuse femme était simplement de repérer la nouvelle espèce de créature qui avait été aperçue près du lac. Jamais, même en rêve, elle n'aurait imaginé tomber sur un monstre d'un tout autre genre, notre cher Jin en plein spectacle. De son point de vue, même les plus hauts gradés des chevaliers sacrés, de retour dans la capitale royale, n'oseraient jamais affronter seul une bête pareille. Mais ce gamin inconnu est arrivé et a géré toute la situation comme si c'était un mardi comme les autres. L'espionne est absolument ravie de ce qu'elle a vu. Elle a du mal à contenir son excitation à l'idée de rentrer et de rapporter le moindre détail à sa guilde. Plus tard, quand le calme sera enfin revenu, Jin se met à écouter le vieil homme d'1 million d'années. Message holographique que son ancien ami Kagura a enregistré pour lui. L'hologramme de son vieil ami s'anime soudainement, soulignant l'évidence. Des millions d'années ont dû s'écouler pour que Jin puisse voir cela. Face à cet écart temporel colossal, Kagura cherche désespérément à savoir ce qu'il est advenu de la Terre et si la planète a jamais réussi à se relever. Mais il aborde aussitôt la sombre réalité de leur situation. Les corrupteurs, ces êtres malfaisants, ne seront jamais complètement éradiqués, même si le monde guérit parfaitement. Et oui, c'est terriblement évident, vu que Jin a dû se battre avec l'un de ses engins il y a quelques instants. Kagura explique ensuite que pendant que Jin faisait sa longue sieste, il lui arrivait de se réveiller de son sommeil glacial. Il a fait cela précisément pour suivre l'évolution lente mais sûre de la planète au fil des millénaires. Parce que l'environnement se remettait sur pied, la population totale des corrupteurs était indéniablement en déclin. Le problème était que, à mesure que le monde changeait, les corrupteurs ont commencé à évoluer pour s'adapter à leur nouvel environnement. Leur capacité d'adaptation fut la preuve ultime que ce fléau était devenu une réalité permanente du Nouveau Monde. Pour donner à l'humanité une chance de se défendre,
Kagura affirme avoir joué à Dieu en modifiant les gènes de toutes les nouvelles formes de vie, s'assurant ainsi qu'elles puissent réellement lutter contre les corrupteurs au lieu de simplement devenir de la nourriture pour les monstres. Mais ce n'est pas tout, car Kagura admet également avoir laissé quelque chose derrière lui. Un formidable regain de puissance personnelle, rien que pour notre garçon. Et oui, c'est bien cette seringue à l'allure douteuse remplie d'un jus vert fluorescent qu'il ordonne à Jin d'injecter directement dans son sang. Dès qu'il le fera, le corps entier de Jin se met à vibrer et à briller sous l'effet de cette puissance sauvage et surnaturelle. Cette petite injection lui a assuré une compatibilité parfaite à 100% avec toutes ses nanomachines internes. Une fois le processus terminé, Jin débloque un nouveau pouvoir incroyable. Créer des objets physiques par transformation à l'échelle nanométrique. Et le plus fou, c'est que ce n'est qu'un échauffement. Son ami révèle qu'il a dissimulé un tas d'améliorations similaires à différents endroits de la planète, en veillant à ne pas toutes les garder ensemble. C'était une décision intelligente, au cas où les corrupteurs découvriraient et saccageraient une installation, détruisant tout d'un coup. De plus, cette petite chasse au trésor oblige Jin à sortir et à explorer réellement le monde entier. Le laisser contempler de ses propres yeux ce monde magnifique et renaissant. Kagura avoue n'avoir aucune idée de la puissance acquise par les corrupteurs après tout ce temps. Il est absolument certain que ce futur est infiniment meilleur que le monde apocalyptique et dévasté qu'ils ont fui. Tandis que le message enregistré continue de défiler, l'hologramme montre à quel point le temps a ravagé le pauvre scientifique, le faisant paraître plus vieux et plus épuisé. Toute cette histoire est incroyablement douce amère. La voix de Kagura semble véritablement brisée, sachant qu'il ne verra jamais le monde magnifique et guéri pour lequel il a tout sacrifié. Il passe officiellement le relais, laissant l'avenir entièrement entre les mains de Jin, avant que le message ne disparaisse définitivement. Et comme par magie, Hakama et sa bande débarquent, invoquant leur dieu gardien supposé. Elle et Danpo, le type qui ressemble à un koala, sont là pour le ramener au village, car toute la ville attend de le fêter. Sur le chemin du retour, le regard de Jin se pose sur une clé d'accès à un centre de recherche qui lui est très familière, accrochée au cou de Hakama. Intrigué, il l'interroge immédiatement sur le pendentif et sur l'endroit où elle a bien pu se le procurer. Hakama explique qu'une figure légendaire a dit à ses ancêtres de la transmettre comme un héritage familial et un talisman protecteur, avec une histoire selon laquelle, si le village était un jour en danger de mort, la clé invoquerait le dieu gardien pour les sauver tous. Quand Jin entend ça, il est complètement abasourdi. Il est tout simplement stupéfait que son ami se soit donné autant de mal pour lui organiser tout cela. Il se sent redevable envers Kagura. De retour au village, une immense fête bat déjà son plein. Pendant que tous les villageois s'empiffrent et s'enivrent, les enfants ramènent fièrement leur héros au centre-ville. Mais l'atmosphère devient un peu bizarre lorsque les adultes commencent à murmurer qu'il est une créature inférieure, incapable de croire qu'un être biologique normal puisse être le légendaire dieu gardien. Alors que leurs doutes se font plus forts, Sar se lève brusquement et s'en prend violemment à la foule pour son audace. Dire du mal de celui qui vient de les sauver. Il en profite même pour décocher quelques coups de poing bienvenus, en soulignant que ces hypocrites étaient les mêmes lâches qui ont pris la fuite lorsque le monstre a attaqué pour la première fois. En observant toute cette scène, Hakama et Danpo peuvent pratiquement goûter l'épaisse hypocrisie qui émane du SARS. Après tout, il était le premier à s'être moqué de Jin et à avoir douté de sa force quelques heures auparavant. La grand-mère du village s'avance alors pour parler directement à Jin. Se sentant redevable envers lui d'une dette impossible, elle tente de le remercier au nom de chaque personne concernée par l'accord. La vérité, aussi crue soit-elle, c'est que s'il n'était pas intervenu à ce moment-là, ils seraient tous morts et le village ne serait plus qu'un cratère fumant. Fidèle à son habitude, Jin balaie les compliments d'un revers de main, affirmant qu'il ne faisait que son devoir. Mais il sait qu'ils ne seront pas satisfaits sans une forme de récompense. Au lieu de demander des richesses, il demande quelque chose de bien plus important, des informations. Jin veut qu'il lui fasse un compte-rendu complet de la situation mondiale actuelle. Malheureusement pour lui, ces villageois isolés ne sont pas en mesure de répondre à une question géopolitique aussi complexe. S'il souhaite vraiment obtenir ce genre d'informations, on lui conseille de se rendre dans la capitale royale, résidence du roi de Kermosia. Cette ville est un véritable carrefour culturel où se côtoient toutes sortes de personnes, ce qui en fait un lieu idéal pour recueillir des informations internationales.
Ils mentionnent également que des marchands de leur propre village Kodama font régulièrement le voyage jusqu'à là-bas pour vendre des produits spéciaux fabriqués à partir de fils de verre à soie en bois. Bien que la route vers la capitale soit réputée pour être incroyablement longue et dangereuse, la grand-mère pense que Jin s'en sortira parfaitement puisqu'il n'est clairement pas un type ordinaire. Elle désigne même Hakama comme son guide officiel, disant à Jin de l'emmener avec lui puisqu'elle prévoyait de toute façon de se rendre dans la capitale royale. Étant donné que Hakama fait partie des très rares personnes capables d'utiliser des pouvoirs divins, elle souhaite intégrer la célèbre académie qui forme les gens aux arts magiques. Jin est sincèrement surpris d'apprendre que des institutions d'enseignement formelles existent encore à notre époque. Soudain, il devient évident que notre garçon s'est attiré un admirateur très bruyant et très fidèle. Sars s'emballe et propose d'être le bras droit du dieu gardien lors de son voyage. Mais la vieille femme le remet vite à sa place, lui faisant remarquer qu'il n'a absolument aucune raison d'aller dans la capitale. Mais Sars affirme haut et fort qu'il a une excellente raison de partir. Il annonce son intention de rejoindre le prestigieux Ordre des Chevaliers Sacrés. La grand-mère, cependant, sait que ce n'est qu'un fantasme. Elle lui fait remarquer avec ironie que Sars n'a même pas été admis à l'académie de base. Croire qu'il pourrait intégrer l'Ordre des Chevaliers d'élite est une pure plaisanterie. Cette nouvelle prend Jin totalement au dépourvu. Sachant que Sars maîtrise les pouvoirs divins, Jin pensait qu'il aurait réussi l'admission sans difficulté. Hakama doit lui expliquer la situation. Un examen écrit est obligatoire, justement pour éliminer les incompétents. Sars a été victime de sa propre bêtise. Blagues à part, Jin s'intéresse de plus en plus à ce groupe d'élite connu sous le nom de Chevaliers Sacrés. À ce propos, la scène quitte le village pour montrer un chevalier en armure lourde. Il est visiblement abasourdi d'apprendre que le monstre géant qui terrorisait la région du village de Kodama a été entièrement détruit. Celle qui lâche cette bombe, c'est la même espionne qui se cachait dans les buissons pendant la grande bataille du lac. Le chevalier lui fait confirmer son récit une dernière fois, et elle maintient sa version sans la moindre hésitation. Le chevalier sacré est totalement incrédule. Il n'avait jamais imaginé que quiconque en dehors de son ordre d'élite puisse avoir le pouvoir de tuer à lui seul un monstre de cette taille. En plein milieu de leur rapport, un corrupteur tente soudainement de tendre une embuscade à l'espionne, en sautant directement sur son dos sans défense. Le chevalier se déplace à une vitesse fulgurante. Il dégaina son épée et trancha le monstre net en deux. Au lieu de regagner la sécurité du royaume, le chevalier prend une décision audacieuse. Piqué par la curiosité, il décide de traquer personnellement l'homme mystérieux qui a si facilement abattu une bête aussi gigantesque. Jin ouvre les yeux sur un matin idyllique, savourer le goût de l'air. Il n'arrive toujours pas à croire qu'il puisse admirer un paysage aussi extraordinaire. Une partie de lui regrette que sa chère amie Kagura ne puisse pas le voir à ses côtés. Un des enfants lui apporte ses vêtements. Il dit au dieu gardien qu'il devrait probablement s'habiller. Nous retrouvons notre garçon à la sortie du village. La grand-mère d'Hakama lui fait la leçon et lui dit d'être une bonne guide. Sars, quant à lui, boude parce qu'il n'a pas été choisi pour montrer le chemin à Jin. Jin jette un second regard à l'homme, complimente le style de combat de Sars et lui dit qu'il l'attendra dans la capitale royale. Ces quelques compliments plongent Sars dans une frénésie de fanboyisme. Il souhaite au dieu gardien un bon voyage et lui demande de veiller sur Hakama. On dit à Hakama d'être prudent. Après tous ces adieux, ils se séparent enfin. La petite fille et le grand homme marchent ensemble, traversant toutes sortes de terrains magnifiques et des vues magnifiques. Hakama lui fait visiter les lieux. Avant de finalement installer son campement, Jin demande à quelle distance se trouve la capitale. Il ne reste apparemment que 4 jours de marche, ce qui est beaucoup plus proche qu'il ne l'imaginait. Mais elle aussi se pose des questions, se demandant pourquoi il tient tant à voir le monde entier. Refusant de partager, il lui dit que c'est un secret. Au fond, Gojo sait que les corrupteurs sont toujours en vie d'après la description vague de Kagura. De plus, il en a déjà croisé quelques-uns depuis le début de cette nouvelle ère. Le problème, c'est qu'ils ne se reproduisent généralement que dans des friches industrielles polluées et délabrées, ce qui est tout à fait l'opposé de ce monde immaculé. Cela signifie que quelqu'un ou quelque chose tire les ficelles en coulisses et il doit découvrir qui. Hakama, effrayé de le voir si sombre, perdu dans ses pensées, se ressaisit et s'excuse. Jin comprend une chose. Cette ère n'est pas totalement dominée par la créature corruptrice. Des signes de survie sont clairs et présents. Son premier objectif principal est d'enquêter sur les gens de cette époque, puis de s'occuper des corrupteurs. Les recherches sur les monstres ne sont pas si difficiles,
car il peut les mener lui-même à son aise. Par ailleurs, Bro souhaite un changement immédiat et demande à Hakama d'arrêter de l'appeler Dieu gardien. Malgré cela, elle lui témoigne trop de respect, et il doit l'inciter à l'appeler simplement Jin. Un soudain grondement de sabots brise le calme de leur campement. Le bruit attire immédiatement l'attention de Jin et de Hakama. Un chevalier sacré apparaît à cheval, suivi de toute son escouade. Il les interpelle, demandant un instant de leur temps. Ce type ressemble à un prince charmant, tout droit sorti d'un conte de fées. Mais Jin reste totalement insensible à ce côté prince charmant et lui demande simplement qui il est. L'homme se présente comme Argus Ulton, capitaine de la 7e division de l'Ordre des Chevaliers Sacrés. Le terme « chevalier sacré » est nouveau pour notre garçon, qui suppose que ce sont les personnes intéressantes dont il a entendu parler au village. Dans l'équipe d'Argus, l'un des chevaliers adopte immédiatement une attitude insolente. Elle se met à crier sur Jin, l'accusant d'être une roturière irrespectueuse et de ne pas avoir défendu son capitaine. Elle affirme même que ces deux-là doivent être les criminels qu'il recherche, mais Argus lui ordonne rapidement de se calmer. Tandis que Karina continue de bouillonner de rage en arrière-plan, le chevalier sacré se tourne vers Jin et lui parle avec beaucoup plus de respect. Notre garçon est curieux de savoir ce que Karina entendait par « coupable », mais le chevalier sacré balaie la question d'un revers de main, affirmant qu'elle n'était pas professionnelle. Argus change rapidement de sujet, demandant à Jin qui il est, d'où il vient et où il va. Hakama prend la parole et lui explique qu'ils viennent du village de Kadama et qu'ils sont en route pour la capitale royale. Pour Karina, c'est toute la confirmation dont elle avait besoin. Elle remonte sur son piédestal, ricanant et les traitant d'espèces inférieures. En fait, elle se lance dans un véritable monologue, se comportant comme une super génie d'avoir compris qu'il ne s'agit que de simples êtres du village de Kadama. Jin est en réalité intrigué lorsqu'il entend parler de registre de naissance, fasciné par la tenue de registre de cette nouvelle ère. Mais Argus intervient à nouveau, réduisant au silence Karina pour ses accusations irréfléchies. En fait, il souligne que Hakama porte des vêtements Kodama spéciaux, un équipement de haute qualité respecté même dans la capitale. Les enfants ordinaires du village ne portent pas de si beaux vêtements, ce qui prouve leur attachement au village et fait passer Karina pour une idiote une fois de plus. Pourtant, il est sûr de lui concernant la fille. Argus dégaine son épée. Il pointe la lame droit sur l'homme qui se trouve devant lui, déclarant que Jin est différent. Tout d'abord, il n'a jamais vu de vêtements comme les siens auparavant, et il veut savoir à quelle est la véritable place de Jin. Le chevalier sacré explique que la route entre le village de Kadama et la capitale est infestée de bandits. Il soupçonne Jin d'en faire partie et de tenter de faire le trafic de Hakama. Argus laisse entendre que Hakama est complice et qu'il joue simplement le rôle d'une victime inoffensive. La jeune fille tente de discuter, leur expliquant désespérément qu'ils se trompent complètement, mais les chevaliers ne croient pas un seul mot de ce qu'elle dit. Elle agit sans réfléchir. Hakama commence à renforcer l'une de ses attaques, mais elle se retrouve encerclée par plusieurs épées magiques qui la clouent au sol de toutes parts. Le chevalier sacré la complimente en réalité sur son pouvoir divin, tandis que Jin prend mentalement note à quel point les compétences d'un chevalier sacré sont impressionnantes. Jin constate immédiatement que les capacités d'Argus sont importantes. Maintenant qu'il a clairement la situation en main, le chevalier sacré exige que Jin explique enfin d'où il vient. Il fait clairement comprendre que les prochains mots de Jin feront la différence entre la vie et la mort, ici même. Mais cette menace déclenche chez Jin une réaction radicale, qui le fixe d'un regard purement meurtrier. La tension est forte et finit par céder. Finalement, Bro décide de se calmer, déclarant simplement qu'il venait du village de Kodama. Karina, bien sûr, se met immédiatement à crier qu'il ment comme un arracheur de dents. Mais Argus l'ignore complètement, accepte la réponse et baisse même son épée. Un geste surprenant de la part de celui qui le menaçait de mort quelques secondes auparavant. Le chevalier sacré affirme calmement qu'il voit bien que Jin ne ment pas. Saisissant sa chance, Hakama annonce fièrement que Jin est le dieu gardien officiel de leur village. L'idée d'un dieu gardien semble piquer la curiosité du chevalier sacré, mais il est évident qu'il la prend pour un simple conte de fées. Il se retourne et se prépare à partir. Argus remonte à cheval et présente rapidement ses excuses pour sa brutalité, expliquant que cela faisait partie de son devoir. Le capitaine fait remarquer que, puisqu'ils se dirigent tous vers la capitale royale, leurs chemins se croiseront probablement à nouveau bientôt. Il leur fait même une proposition surprenante, leur disant de le retrouver s'ils rencontrent le moindre problème là-bas. Sur ce,
Lui et son escouade s'éloignent, laissant Karina très déçue qui avait visiblement hâte d'en découdre. Même Jean semble déconcerté par le besoin psychotique de drame de cette femme. Dans la scène suivante, l'équipe est en route vers sa prochaine destination. Karina insiste sans cesse sur ce point sans raison valable, affirmant haut et fort que Jean est manifestement suspect et qu'ils ont commis une énorme erreur en laissant partir une espèce inférieure. Mais ce terme, espèce inférieure, reste vraiment en travers de la gorge d'Argus Hulton. Argus lui demande froidement si elle a jamais envisagé qu'à ce moment précis, il pouvait être l'espèce inférieure. L'incrédulité totale de Karina est palpable, mais Rhea intervient, approuvant totalement l'évaluation de leur capitaine. En fait, elle souligne à quel point cet écart est abyssal, entre eux et l'homme auquel il faisait la face à ce moment-là. Argus avoue alors avoir tenté de séduire Jean à 3 reprises durant leur confrontation. Mais sa détermination l'en empêchait tout simplement. Il sentit que Jean, la main dans la poche, j'allais réagir instantanément et le contrer avant même qu'il puisse faire un mouvement. Franchement, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Bravo à notre protagoniste. De plus, Argus révèle avoir même tenté d'utiliser son pouvoir divin. En présence de Jean, ce maudit pouvoir s'est tout simplement avéré incapable de s'activer. Karina, effrayée. Le même mouvement qui avait si facilement piégé Hakama était totalement inefficace contre lui. Rhea a également essayé, mais sans succès. Ce qui sous-entend une différence de niveau considérable entre leur force et celle d'un monstre comme Jean. Un tel exploit, explique Argus, est quelque chose que seul le commandant suprême de l'Ordre de la Nuit pourrait espérer accomplir. Rhea et Karina ont ricané. Cet imbécile n'avait aucune idée à quel point ils étaient dépassés à l'époque. Le prince charmant insiste sur le fait qu'ils viennent de rencontrer un monstre, une anomalie hors du commun. Ce n'est pas grave si Karina a fait une erreur, puisqu'elle est nouvelle dans leur unité. Quant à celui qui a tué l'envahisseur du village Kadama, Argus soupçonne qu'il s'agit du même homme. Karina pense que la situation est dangereuse, mais son capitaine est sage et estime qu'il est dangereux d'attaquer quelqu'un sans aucune information. Il trouve aussi que Jean est plutôt cool pour un homme passif. Leur objectif est de retourner à la capitale royale, leur implication n'étant plus nécessaire. Ils envisagent également d'informer la guilde au sujet des bandits. Et Argus reste hanté par ce personnage de dieu gardien du village de Kadama, perdu dans ses pensées. Si seulement cet homme pouvait devenir leur allié, cela résoudrait de nombreux problèmes dont souffre leur pays. Jean et Hakama sont donc de retour sur la route, et il évoque nonchalamment leur rencontre avec ce groupe intéressant de l'autre jour. Il se met à réfléchir à voix haute, se demandant si chacun des chevaliers sacrés est aussi coriace que le capitaine qu'ils viennent de rencontrer. Hakama s'empresse de le corriger, expliquant qu'Argus était un cas particulier. Au sein de l'ordre des chevaliers, seuls les meilleurs d'entre eux sont appelés chevaliers sacrés et deviennent chefs. Argus se situe au sommet de cette hiérarchie. Elle mime même la rapidité incroyable avec laquelle son activation spirituelle s'est produite, mais le terme lui-même est totalement nouveau pour notre garçon. Apparemment, de nos jours, emprunter du pouvoir aux esprits est ce qu'on appelle le pouvoir divin. Les techniques permettant de cultiver cette capacité sont connues sous le nom de méthodes spirituelles ou arts spirituels. Autrement dit, les nanomachines de Kagura et Jean sont totalement mal interprétées et considérées comme une sorte d'esprit d'un autre monde que personne ne parvient à comprendre. Il comprend qu'aux yeux des gens vivant à notre époque, il doit ressembler à un personnage sorti d'un conte fantastique et tortueux. Mais ses pensées ne peuvent s'empêcher de revenir à la colère bouillonnante de Karina et à ses propos sur les « êtres inférieurs ». Ce terme pique vraiment sa curiosité. Il pose donc la question et apprend que le monde abrite désormais plusieurs races différentes. Hakama explique que certaines d'entre elles ressemblent à des insectes, voire à des poissons, ce qui lui rappelle les histoires que lui racontait sa grand-mère. Elle explique que certaines races ne pouvaient autrefois vivre que dans l'eau ou dans des régions très spécifiques et isolées. Tout cela a changé sur une très longue période, à mesure que ces différents groupes évoluaient et s'adaptaient à leur environnement. Ce détail précis fascine absolument Jean. Il en déduit immédiatement que certains des premiers survivants humains ont dû être l'étincelle qui a déclenché un tout nouveau cycle évolutif des centaines de millions d'années plus tard. Il décide de ne pas trop réfléchir à cette grande hypothèse. Jean en déduit plutôt que les personnes qui n'ont pas su changer et s'adapter ont été méprisées et qualifiées de espèces inférieures, considérées comme des parasites faibles car incapables de suivre le rythme. Leur société traite ces gens comme des moins que rien, allant jusqu'à les vendre comme esclaves.
L'idée même que l'esclavage puisse exister à cette époque perturbe profondément notre garçon. Akama campe sur ses positions. Elle affirme avec entrain qu'il n'y a pratiquement aucune différence entre eux et ces êtres prétendument inférieurs. Elle ne comprend tout simplement pas pourquoi les gens sont si cruels envers les autres, simplement parce qu'ils sont différents, puisque chacun est bizarre à sa manière. En l'entendant parler avec une conviction si simple, Jin se sent véritablement impressionné par le caractère de la jeune fille. Pendant qu'ils discutent, quelqu'un surgit devant eux. La personne a l'air complètement débraillée et totalement anéantie. L'enfant s'effondre là, sur la route, implorant désespérément de l'aide, et Hakama accourt immédiatement à ses côtés. Jin observe attentivement l'enfant. Constatant que celui-ci ne possède aucune caractéristique animale basée sur les oreilles, ce qui signifie que c'est une sorte d'être humain. L'enfant est couvert de bleu du cou aux orteils. Ses blessures ne sont pas normales lors d'un incident anodin. Hakama fait de son mieux pour soulever la fillette. Pendant ce temps, Jin active ses pouvoirs pour aider à soigner la personne. Au lieu d'être reconnaissant, l'enfant abandonne immédiatement son rôle et sort une lame pointée vers le cou de Hakama. Il la menace de mort s'il bouge d'un pouce de l'endroit où il se trouve. La situation s'est avérée bien différente de ce que notre garçon avait imaginé. Il sait maintenant avec certitude qu'il a été piégé dès le départ. Il scrute également son environnement pour repérer ceux qui se trouvent à proximité. Un homme félicite Poire pour son travail en suivant ses instructions. Cette capacité est appelée camouflage furtif. Son fonctionnement repose sur des nanomachines qui absorbent les images de l'environnement et les utilisent pour créer un manteau d'invisibilité. Leur seul défaut est que l'invisibilité cesse de fonctionner dès qu'ils bougent, mais ils s'en servent plutôt bien. Le capitaine persécute Jin, le traitant d'espèce inférieure, et lui reprochant ses vêtements élégants. Il pose aussi la même question. D'où vient Jin ? Notre petit bonhomme est de marbre, et dans sa période de miaulement, alors il ne répond pas. Hakama l'appelle à grands cris, inquiet, tandis que le capitaine menace de tuer la jeune fille s'il ose bouger ne serait-ce qu'un peu. Hakama agite à nouveau de son propre chef en activant son pouvoir. Mais notre garçon lui ordonne de s'arrêter immédiatement. Il ne veut pas qu'elle utilise un tel pouvoir contre les gens, sous-entendant que c'est dangereux. La petite fille ne sait pas quoi faire. Pendant ce temps, le capitaine bandit, lui, passe un moment inoubliable en réalisant que la jeune fille possède elle aussi des pouvoirs divins. Les bandits veulent savoir si Jin possède le même genre de pouvoir. Bro s'amuse beaucoup trop et décide de les laisser dans le doute. Le gros lourdeau, furieux du silence, donne un coup de pied à Jin et le fait tomber à terre. Lui rappeler sa place d'espèce inférieure. Le capitaine réprimande son homme de main pour avoir abîmé la marchandise. Mais il se dit ensuite que de toute façon, aucun des deux ne se vendra cher. Il rejette catégoriquement la possibilité que Jin puisse posséder des pouvoirs divins, le considérant comme un simple être de classe inférieure. Hakama réalise alors qu'il s'agit sans doute des mêmes trafiquants d'esclaves et bandits dont Argus les avait mis en garde. Le chef des bandits commence à lancer son propre sort. Il prévoit de s'occuper d'abord de la fille, tandis que Hakama, terrifié à l'idée d'être capturé et vendu comme esclave, sombre dans la panique. Et puis, coup de théâtre hilarant. Jin la secoue pour la réveiller d'un sommeil profond. Bro est complètement torse nu car les bandits l'ont dépouillé de tout son équipement, ne lui laissant que son caleçon. Hakama semble indemne, mais elle est totalement désemparée et veut savoir où il se trouve. On dirait une sorte d'enclos où sont détenus tous les autres captifs. Jin confirme qu'il se trouve dans la cachette principale des bandits, et il désigne même du doigt les autres personnes qui avaient été faites prisonnières avant eux. Tous les captifs sont dans un état épouvantable, la plupart appartenant à ce que les bandits appellent des espèces inférieures, ce qui brosse un tableau vraiment sombre. Hakama, de façon hilarante, s'intéresse davantage à la raison pour laquelle ce type a le torse complètement à l'air. Jin explique simplement qu'ils lui ont tout pris parce qu'il avait une apparence différente. Mais elle est tout simplement sidérée par l'assurance de ce type qui se promène pratiquement nu. Apparemment, c'est ce style qui met le plus Jin à l'aise. Mais par-dessus tout, elle meurt d'envie de savoir pourquoi il n'a pas riposté sur le champ. Elle sait qu'avec sa force surhumaine, il aurait facilement pu tous les éliminer en un instant avant même qu'ils puissent s'expliquer. Poire est poussée dans la cellule pour leur apporter le petit déjeuner. Elle constate qu'ils sont tous les deux déjà réveillés. Alors elle leur propose simplement quelque chose à manger. Hakama est absolument furieux contre elle. Mais Poire hausse simplement les épaules, sans se soucier le moins du monde de savoir s'il la méprise. Elle n'espérait aucun pardon, car à ses yeux, elle était déjà allée trop loin.
Hakama est visiblement agacé par toute cette mise en scène. Mais Jin surprend totalement Poire en lui révélant qu'elle est en réalité une personne gentille. La jeune fille, qui jouait le rôle d'une complice blasée, est totalement choquée. Jin expose son raisonnement simple, expliquant que les personnes véritablement mauvaises ne se soucient même pas d'être haïes ou de mériter le pardon. Le fait que Poire s'en préoccupe est une preuve suffisante qu'au fond, elle est bonne. Quoi qu'il en soit, notre héros en sous-vêtements décide que la récréation est terminée et qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Il s'approche droit de la porte de la cellule et saisit les barreaux de métal, avec la détermination de l'oncle Hiro, sur le point de devenir sérieuse. Puis, d'un geste désinvolte, il les déchire à main nue, s'éclipsant discrètement. Poire reste là, complètement muette, son esprit incapable de comprendre la force incroyable dont elle vient d'être témoin. Mais en réalité, Jin l'attendait précisément depuis tout ce temps pour pouvoir avoir une conversation privée avec elle. La jeune femme aux cheveux bleus est complètement désemparée. Jin avait déjà compris qu'elle était contrainte de travailler sous la contrainte, car une personne qui lui était chère était prise en otage. Poire est absolument terrifié par la précision incroyable de sa supposition. Il entreprend ensuite de soigner ses blessures, faisant remarquer que ce sont justement ces blessures qui l'ont trahi, car elles étaient tout simplement trop réelles. Il explique que les vrais criminels ne s'en prennent pas à leurs propres alliés jusqu'à ce qu'ils soient à 2 doigts de la mort. Ce simple détail lui suffisait pour comprendre que Poire était forcé d'agir ainsi contre son gré. Les paroles de Jin font voler en éclats ses défenses, et elle est submergée par une immense vague de culpabilité. Finalement, cela lui donne l'occasion d'avouer que son petit frère a été enlevé par ces salauds répugnants. Il la menace constamment de le vendre à un autre pays si elle ne coopère pas, s'assurant ainsi qu'elle ne le reverra jamais. À ce moment-là, Poire s'effondre complètement et fond en larmes. Elle sanglote en disant que ce sont les mêmes monstres qui ont assassiné ses parents, et que son frère est le seul membre de sa famille qui lui reste. Entendre son histoire a suffi à déclencher chez cet homme une réaction sérieuse. Jin est désormais emplie d'une rage froide et terrifiante. Et Hakama finit par comprendre, elle comprend pourquoi il les a laissés se faire capturer au départ. Son véritable objectif a toujours été de sauver toutes ces personnes. Mais il sait aussi que les méchants constituent un problème persistant, et qu'en laisser filer ne serait-ce qu'un seul est la recette d'un désastre futur, parce qu'ils vont simplement reprendre des forces et revenir semer le trouble plus tard. En clair, Bro est là pour écraser jusqu'au dernier de ses cafards en même temps. Il commence par asséner un coup violent par derrière à un voyou à l'air poilu. L'entrée étant désormais complètement dégagée, son chemin est libre. Ce sosie de Gojo Satoru compte bien réduire ses vauriens en miettes, car Jin comprend mieux que quiconque la mentalité des méchants. On comprend mieux pourquoi cela est vrai lorsque la scène nous ramène 100 millions d'années en arrière. La société humaine était alors à son apogée technologique. À cette époque, le garçon était complètement brisé et ne possédait absolument rien. Ses premières pensées étaient empreintes d'une profonde admiration pour l'idée de justice dans le monde. Mais cette admiration s'est vite transformée en amertume. Cette prise de conscience s'est accompagnée d'une seconde, bien plus troublante, sur le fonctionnement réel des choses. Il a compris que tout monde qui a réellement besoin de justice doit regorger d'un nombre incroyable de personnes odieuses. Il s'agissait par exemple de personnes qui voulaient le traquer, lui faisant prendre conscience que le simple fait de vivre une vie normale est quelque chose qui mérite d'être célébré. Mais compte tenu du milieu dans lequel il a grandi, le garçon n'a jamais pu goûter à la paix qu'il désirait tant. Alors, face à ceux qui décidaient de se mettre en travers de son chemin, sa réponse était toujours la même. Jin les écraserait tout simplement sous le poids écrasant de ses pouvoirs incroyables. Il a passé des années à leur briser les os et à anéantir quiconque s'opposait à lui. Il tenait à neutraliser les méchants, peu importe où ils se trouvaient. Il n'a cessé d'écraser ceux qui osaient perturber la paix de son monde. Cela continua ainsi jusqu'au jour où un homme l'aborda et lui offrit un point de vue totalement différent. Cet homme pensait que Jin était tout simplement né dans un monde totalement inapproprié. Et cette réflexion nous ramène directement à ce qui se passe dans le présent. Notre garçon s'avance comme un vrai dur à cuire pour affronter les losers qui l'attendent. Il a déjà laissé derrière lui un immense tas de corps jonchant le sol. Ce type cherche juste à augmenter son nombre de victimes, alors il refuse de répondre à leurs questions. Au lieu de cela, il balance tout simplement un de leurs propres camarades directement sur le voyou qui se tient devant eux. Dès que le sbire parvient à attraper son ami en plein vol. À ce moment précis, notre garçon réduit la distance d'un coup de pied fulgurant, anéantissant complètement l'autre voyou. Son ami reste là,
complètement paralysé par une terreur brute et sans filtre. L'attaque de Jean a projeté l'homme avec une force telle qu'elle a creusé un cratère dans le mur, le faisant ressembler moins à un héros qu'à un monstre invincible. Le survivant terrifié finit par craquer et tente une fuite désespérée, mais c'est un geste totalement inutile. Le seul son qui parvient au captif en contrebas est son dernier cri d'agonie. Poire entend le cri et sait instantanément qu'il appartient à l'un de leurs ravisseurs. Elle commence sérieusement à se demander qui est Jean. Alors Akama lui explique nonchalamment qu'il est en gros un dieu vivant. Elle leur dit qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, car Jean va s'occuper de toute la situation lui-même. Leur tâche actuelle consiste à suivre ses ordres et à sortir. Mais pour Poire, l'idée même d'être secourue est véritablement terrifiante. Elle sait que le chef des bandits n'est pas un adversaire facile, car il possède un véritable don pour les puissants pouvoirs divins et se révèle être une bête redoutable au combat direct. Mais pendant que Poire perd son temps avec ses pensées inutiles, notre garçon a déjà le grand patron à genoux. Le chef supplie désespérément Jean d'arrêter, tentant de racheter sa vie avec d'énormes liasses de billets. Il essaie même d'améliorer la situation en y ajoutant des esclaves. Et pour couronner le tout, le frère de Poire est enfermé ici même, dans cette pièce. Jean semble absolument écœuré à l'idée qu'on puisse proposer des êtres humains comme propriété. Il tue donc un autre homme de main, faisant clairement comprendre ce qu'il pense de l'accord. Le chef des bandits perd complètement la tête, incapable de comprendre ce qui se passe. Ses propres arts spirituels ne feront pas le poids face aux abdos de niveau divin de ce type, ni, à ses pouvoirs. Néanmoins, la question principale demeure. Comment Jean est-il devenu aussi incroyablement fort au départ? C'est presque drôle quand notre héros qualifie sans détour ce minable de méchant de seconde zone. Il affirme que les vrais méchants sont assez intelligents pour prendre la fuite lorsqu'ils sont manifestement en infériorité numérique. Mais ce type et sa bande ne sont que des voyous arrogants qui prennent tout le monde de haut, se berçant d'illusions en pensant avoir une chance. Dès qu'ils sentent la défaite venir, ils commencent à supplier pour leur vie. Et honnêtement, ce duel verbal est un vrai régal à regarder. Prenant à cœur les conseils de Jean, le chef des bandits finit par prendre la fuite. Il se dirige droit vers l'ascenseur et actionne un énorme levier. Ce geste révèle son atout caché. C'est un monstre qu'ils ont gardé enfermé dans une cage. Jean est stupéfait de voir un corrupteur sous leurs ordres. Une bête massive qu'ils ont apparemment mise la main pour un noble. Franchement, je suis juste perplexe. Comment se fait-il que ce Arnold Schwarzenegger violet n'ait pas explosé sa cage depuis longtemps? À la vue de son nouvel animal de compagnie, le chef des bandits est soudain impatient de livrer un vrai combat à Jean. Il hurle qu'il va tout réduire en cendres, tandis que la créature pousse un rugissement assourdissant. Le corrupteur fait le premier pas, abattant un poing colossal pour écraser Jean sur place. L'attaque est bloquée, révélant l'immensité de l'énorme Gaïa. Le chef des bandits est complètement sidéré par la force des fessiers de Jean. Je veux dire, par sa puissance musculaire incroyable. Jean, quant à lui, mentionne nonchalamment qu'il est quasiment né avec un physique surhumain. Ses fibres musculaires sont tout simplement construites différemment, beaucoup plus denses que celles de n'importe quel être humain normal. Et maintenant qu'il est à l'attaque, notre garçon renvoie la créature en titubant d'un seul coup de pied. Bro jure alors de déchaîner encore plus de sa force. Le gars lance alors une vague Kamehameha comme s'il était Goku. Une seule explosion suffit à vaporiser complètement le monstre. Après toutes ces fanfaronnades, le chef des bandits se retrouve à son point de départ, à genoux sur le sol. Jean le fixe intensément. Je me demande bien ce que ce minable salaud va faire ensuite. Maintenant qu'il n'a plus d'option, le frère tente de s'en sortir en usant de ruses, suppliant qu'on l'épargne. Mais mon glorieux roi aux cheveux blancs lui répond d'un crochet au visage, refusant toute pitié. L'affaire étant réglée, il reprend sa goutte de culture d'aura et il présente ses excuses aux enfants par avance pour l'attente. Tout d'abord, Bro souhaite vérifier les documents afin de recueillir des preuves directes de leur crime. Il ouvre un tiroir et il trouve un ensemble de notes intéressantes. On pourrait croire que la découverte de ces documents signifiait qu'il venait de décrocher le gros lot. Mais vous auriez tort, car notre garçon n'a aucune idée de ce que cela signifie, puisque la langue lui est totalement inconnue. Il est donc trop intense pour utiliser le hakama afin d'obtenir de l'aide. Même alors, Jean n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ces bandits utilisèrent le corrupteur. Pour obtenir de vraies réponses, il décide d'inspecter les restes déchiquetés du monstre qu'il vient d'anéantir. De cette manière,
il peut accéder aux caméras des nanomachines environnantes qui flottent dans la pièce. Jin souhaite au moins consulter les résultats de la semaine dernière. Et il tombe sur une vidéo qui lui plaît. Apparemment, un noble de haut rang a personnellement livré le monstre aux bandits, mais a refusé de leur donner le moindre détail sur ses véritables intentions. Au lieu de cela, il leur a laissé une petite pépite. Ce fourbe personnage laissait présager la chute imminente du pays. J'y note ce petit détail pour une utilisation ultérieure. Pendant ce temps, la caméra se concentre sur les enfants qui ont finalement réussi à s'échapper de leur enclos. Poire parvient finalement à retrouver son petit frère dans la foule. Il s'étreigne longuement, soulagé qu'aucun des deux n'ait été gravement blessé dans la confusion. Elle se tourne vers Jin et le qualifie de Dieu, le remerciant pour tout ce qu'il a fait. Bro réfute immédiatement ce titre. En plus de tout cela, il s'interroge sur les personnes en uniforme rouge qui arrêtent tous les bandits, qui sont apparemment des membres du personnel de la guilde. En fait, le type avec la chevelure et la barbe épique qui se tient à proximité est le véritable maître de guilde de la ville. Le même homme est entièrement dessiné. Il s'approche de Jin et lui demande s'il a joué un rôle dans l'incident. Et notre garçon confirme qu'il a fait sa part. Jin demande alors à Padrak de se présenter comme le maître de guilde et de le remercier comme il se doit pour son travail. Il se contente de le dévisager longuement. Padrak est sidéré qu'une seule personne puisse anéantir autant d'ennemis sans être touché une seule fois. Même si Jin semble appartenir à une espèce inférieure, il comprend que ce type est extrêmement dangereux. Le maître de guilde explique que toute cette affaire a causé d'énormes dégâts et que les demandes d'extermination de bandits sont plus nombreuses que jamais. Cela fait réfléchir Jin, car tout seigneur devrait faire de la capture des bandits sa priorité absolue. Le maître de guilde se contente de rire, affirmant que le seigneur n'a aucune autorité en la matière. La lutte contre la criminalité incombe aux membres de la guilde, car ce sont eux qui ont prêté allégeance directement au roi. Même si le souverain du pays, Lord Shapian, enfreignait la loi, il devrait le signaler au roi, bien que Padrak soit presque certain qu'une telle chose est impossible. Pendant ce temps, Jin compare tout cela à ce qui s'était passé il y a 100 millions d'années, et en déduit qu'un seigneur est comme un maire, et que la guilde est simplement la police. Même maintenant que ce point est éclairci, Lord Shapian ne semble pas être quelqu'un à qui l'on puisse facilement faire confiance. Jin décide de remettre tous les documents qu'il a pris aux bandits, en demandant si la guilde pourrait en faire quelque chose. Le maître de guilde parcourt l'un des papiers et se rend compte qu'il s'agit d'une liste complète de tous ceux qui commerçaient avec les bandits. Grâce à cette liste, ils peuvent désormais arrêter tout le groupe corrompu, ce qui amène Jin à se demander si le nom du seigneur de la ville y figure. Mais, chose impressionnante, le nom de Lord Shapian est totalement absent, ce qui prouve qu'il est un méchant intelligent qui sait dissimuler son implication. Pour le moment, Jin sait qu'il ne peut pas faire grand-chose, puisqu'il a déjà réussi à libérer les esclaves. Il demande alors ce qui va leur arriver. Le maître de guilde promet que la guilde se chargera de les ramener chez eux sains et saufs, à condition qu'une déclaration de disparition ait été déposée. Mais pour tout enfant sans ce genre de rapport dans son dossier, malheureusement, il n'y a nulle part où retourner. Le système est lamentable car il ne prévoit rien pour les enfants orphelins comme Poire et Nino. Jin prend l'initiative de leur demander un endroit où être hébergé. Et vous n'allez pas le croire, mais toute cette époque ne compte même pas un seul abri dans la ville. Le mieux que Padrak puisse faire, c'est d'essayer de trouver du travail pour les enfants. Mais comme ils sont tous deux considérés comme une espèce inférieure, même cela risque d'être difficile à faire accepter. Les visages des enfants s'assombrissent, et Jin ressent une vive déception familière, réalisant que ce monde est tout aussi chaotique que le sien. Il n'est pas... Soudain, une idée lui traverse l'esprit. Il leur demande s'ils seraient prêts à accepter un emploi s'il en trouvait un. Et Poire accepte immédiatement, avide de toute occasion de travailler. Sa réponse rappelle à Jin le chevalier d'or Argus, qui leur avait dit de faire appel à lui s'ils avaient besoin d'aide. Leur prochaine étape est donc la capitale royale, Kermosha, où il prévoit de rendre visite à Argus. Le chevalier sacré rentrait chez lui lorsqu'il ressentit soudain un frisson glacial venu de nulle part. Il parvient finalement à rentrer chez lui. Il dit au reste de son équipe de prendre la journée et de se reposer. Après cela, Argus retourne dans ses appartements privés. Il est accueilli par une armée de domestiques, tous prêts à lui souhaiter la bienvenue avec tout le faste et les cérémonies du monde. Mais il va droit au but et demande un compte-rendu immédiat de la situation. Rien qu'à voir l'air nerveux sur le visage de ses serviteurs, le chevalier sacré sent bien qu'il s'est passé quelque chose d'important. Le maître d'hôtel s'avance
et s'excuse de déranger son maître dès qu'il a franchi la porte. Pendant que tout cela se déroule en bas, sa sœur observe toute la scène d'en haut, lançant des regards noirs. Argus prend le rapport écrit du majordome, et la nouvelle lui provoque instantanément un mal de tête. La réalité de la situation est bien pire que ce qu'il aurait pu imaginer. Il semblerait qu'un envahisseur ait réussi à se matérialiser à l'intérieur de la capitale et à semer la destruction, mais il se préoccupe moins de savoir comment il est entré. Ce qui le préoccupe vraiment, c'est la question plus importante de savoir qui a aidé à guider le monstre une fois qu'il était à l'intérieur des murs. Il parie sur quelqu'un de l'Académie Harness, car l'endroit grouille de gens louches qui veulent tous les voir brûler. Quoi qu'il en soit, il a désespérément besoin d'alliés pour reprendre le contrôle de la capitale royale. Et comme par magie, Jean et son équipage se dirigent vers cette même capitale. 3 jours se sont écoulés depuis qu'ils ont neutralisé les bandits. Poire commence à s'inquiéter, se demandant s'il y aura vraiment des emplois dans la capitale royale pour des espèces inférieures, comme eux. Jean, fidèle à lui-même, les rassure en leur disant que savoir lire et écrire leur confère déjà un avantage considérable. Il encourage l'enfant à avoir davantage confiance en lui. Pendant ce temps, Akama désigne du doigt l'horizon, signalant à tous que la capitale royale est enfin en vue. Notre garçon est complètement subjugué par la beauté grandiose de la capitale royale qu'il contemple. Ils parviennent à pénétrer dans la capitale en fin d'après-midi. L'endroit grouille de monde de partout. Akama explique que la capitale royale est une plaque tournante du commerce qui repose sur les importations, ce qui signifie qu'on peut y trouver à peu près tout. Cela inclut même les vêtements Kadama dont il parlait auparavant, que Jean trouve plutôt chouettes. Il remarque également plusieurs mutants d'insectes. On trouve ici un véritable mélange de races différentes, ce qui montre à quel point l'évolution a divergé. Les rues sont impeccables, et la sécurité dans la capitale royale semble être de premier ordre. Mais malgré tous ces avantages, il subsiste des aspects déplaisants. Jean estime que chaque époque a son lot de problèmes spécifiques. Il interroge Akama sur l'examen d'entrée à l'académie et découvre qu'il est prévu pour la semaine prochaine. Ils attendront que l'examen commence, mais leur conversation est entendue. Une jeune fille blonde, qui se trouve à proximité, se demande à voix haute pourquoi ce groupe d'espèces inférieures parlerait même d'intégrer l'académie Harness. Nous arrivons aux chambres d'hôtel. Akama et Nino se jettent aussitôt sur les lits moelleux et confortables. Ils pourront enfin dormir dans une vraie chambre, pour une fois. La première mission de Jean, atteindre la capitale royale, est officiellement terminée, ce qui le laisse perplexe quant à ce qu'il doit faire maintenant dans cette nouvelle ère. Il doit encore trouver un moyen de gagner de l'argent pour survivre. Certes, Bro a touché le jackpot pour avoir neutralisé ses bandits. Il sait que cette liasse de billets ne durera pas éternellement, surtout quand il doit payer l'addition pour 4 personnes. De plus, il y a tout le problème de trouver du travail pour Poire et Nino. La solution la plus simple serait de rencontrer Argus. Ils n'ont absolument aucune idée d'où il se trouve, ni à qui s'adresser pour le retrouver. Jean réfléchit à ses options et décide que l'enquête sur les corrupteurs doit être sa priorité absolue. Il est persuadé qu'il existe, à notre époque, des personnes qui tentent d'utiliser ces monstres à des fins douteuses. Les corrupteurs sont par nature extrêmement dangereux. Il est donc impossible de les laisser errer sans surveillance. Il refuse catégoriquement de rester les bras croisés et de regarder toute vie disparaître une seconde fois. Il se tourne vers Akama et lui demande nonchalamment comment les gens d'ici font leurs recherches. Elle lui répond qu'ils lisent des livres ou qu'ils vont parler à quelqu'un qui s'y connaît. Le problème, c'est que ces livres sont hors de prix. Dans son village, les gens devaient mettre leurs économies en commun pour pouvoir les lire ensemble. Parallèlement, la capitale royale possède une immense bibliothèque, ce qui devrait grandement faciliter le processus de recherche. Jean adore cette idée, car il va enfin pouvoir mettre cette bibliothèque à profit et trouver des indices sur le laboratoire laissé par Kagura. Dans la scène suivante, Bro se trouve au bureau de la réceptionniste, mais la jeune femme lui interdit immédiatement l'accès au bâtiment. Il s'avère que les livres sont considérés comme un bien national sacré, donc on ne laisse pas n'importe qui entrer gratuitement. Seuls les étudiants d'une académie réputée ou les nobles sont autorisés à entrer, ce qui complique encore davantage les plans de notre garçon. Akama lance alors à Jean, sur un ton hilarant, un rappel que Bro ne sait même pas encore lire la langue. Il fait de son mieux pour apprendre les lettres, mais il lui faudra encore du temps avant de comprendre complètement la langue. Mon frère se gratte la tête, l'air de se préparer à un examen important. Pendant ce temps, 2 types en cape les observent en secret, visiblement en mission. Ils abordent Jean, faisant semblant de vouloir une simple conversation.
Mais cette conversation démarre par un coup de poing qui fonce droit sur le visage de Jean. Notre garçon saisit instinctivement le poing immédiatement. Il complimente ensuite l'homme avec sarcasme sur ses merveilleuses manières, pensant tant de bien à la sécurité de haut niveau de la ville. Mais le type reste arrogant. Jean réplique en levant son poing capturé droit dans les airs. Il dévie le bras de l'homme et l'utilise pour bloquer une énorme explosion magique. L'agresseur le félicite d'ailleurs pour sa vivacité d'esprit et ses réflexes aiguisés. Pendant ce temps, Poire est complètement hors de lui à l'idée que ces types utilisent des pouvoirs divins en public. Notre fils veut juste savoir qui sont ces clowns et quel est leur problème. Il ne lui faut pas longtemps pour comprendre que quelqu'un a mis sa tête à prix. En réalité, toute cette situation joue parfaitement en sa faveur. Les malfrats disent à l'équipe de Jean de quitter la capitale s'ils tiennent à leur sécurité, mais Jean n'est pas du tout intimidé. En gros, il le provoque en l'incitant à tirer à nouveau sur lui. Le type mord à l'hameçon, mais Jean encaisse à nouveau son coup de poing. Et cette fois, il se retrouve le visage le premier sur le bitume. L'un des agresseurs ayant été remis à sa place, Jean a infligé une sévère leçon de réalité. Il pivote alors pour faire face à l'autre homme, qui est déjà en train de lui lancer un sortilège. Mais Jean n'a absolument aucune intention de s'écarter. Il reste là, immobile, et encaisse de plein fouet l'explosion. Pendant une seconde, son agresseur pense probablement qu'il a réussi à porter un coup critique. Mais soudain, une main surgit du milieu de la fumée et de la poussière. Jean attrape le deuxième homme par le cou et le soulève du sol comme s'il était une plume. Il devient très sérieux, leur disant qu'il est pathétique de le défier alors qu'ils sont aussi faibles. Il leur demande ensuite s'ils ont le courage de réessayer, car Bro est en train de canaliser son Gojo Satoru intérieur. Sa victime, suspendue dans le vide, tente quant à elle de comprendre comment une espèce dite inférieure peut posséder une telle puissance brute. C'est alors qu'un groupe de l'Ordre des Chevaliers arrive et interrompt la fête. C'est Karina, et elle est visiblement furieuse que ce désordre gâche sa journée de congé. Elle ignore complètement les types qui ont agressé Jean, dans le but de jeter enfin Akama et notre garçon en prison. Mais faire un scandale était exactement ce dont Jean avait besoin, car cela a attiré l'attention d'une personne liée à Argus. C'est une bonne chose, même si elle est en train de lui hurler au visage. Le regard de Karina se fixe immédiatement sur Jean. Elle s'emballe un peu trop, persuadée d'avoir enfin surpris cette espèce inférieure en train de semer à nouveau le trouble en ville. Elle s'apprêtait à lui dire ces 4 vérités lorsqu'une passante mi-humaine s'est approchée d'elle, avouant avoir été témoin de toute la scène. Le spectateur expose tous les détails, expliquant que c'est en réalité Jean qui a été agressé en premier lieu. Il ne faisait que se défendre et se protéger tout du long. Lorsque Karina regarde enfin les visages des agresseurs, elle les reconnaît instantanément comme ses habituels cadets idiots de l'Académie des Harnais. Elle espère secrètement que la sœur cadette du Saint-Capitaine n'est pas de nouveau mêlée à cette histoire. Jean demande alors nonchalamment à Karina si elle est censée être en patrouille, s'interrogeant sur ce qu'elle fait là. Il souligne même qu'il pensait que ce sont généralement les membres de la guilde qui s'occupaient de ce genre de choses en ville. Karina explique simplement qu'elle s'acquittait de sa tâche nocturne de maintenir l'ordre tout en se rendant dans un café voisin. Maintenant qu'elle a personnellement vu Jean démanteler sans effort plusieurs élèves puissants de l'académie, Karina commence à soupçonner que l'intuition initiale de son capitaine concernant cet être humain supposément inférieur était peut-être juste. Elle tente alors de se retirer de la conversation, en disant à Jean d'éviter de causer davantage de problèmes. Mais Jean ne compte pas s'en tirer aussi facilement. Il profite de cette occasion pour lui demander de l'escorter jusqu'à son capitaine, Argus. Une fois que l'homme antique obtient enfin son rendez-vous avec le capitaine Argus de la 7e division, il va droit au but et demande directement à l'homme de les mettre au travail. Il prend soin de rappeler à Argus que c'est lui qui avait initialement proposé son aide. Quand Argus l'interroge sur les enfants qu'il a amenés avec lui, Jean explique qu'il est tombé nez à nez avec les bandits qu'Argus recherchait justement. Il mentionne également qu'il a réussi à tous les capturer avant de les remettre à la guilde. Argus se tente un peu, ayant du mal à accepter que quelqu'un qui ressemble à une espèce inférieure ait pu faire tout cela aussi incroyablement vite. Jean expose ensuite la situation de Nino et de sa grande sœur Poire, expliquant qu'ils n'avaient personne sur qui compter, et que les gens les traiteraient comme des déchets parce qu'ils sont considérés comme une espèce inférieure. C'est pourquoi Jean demande au capitaine s'il y a moyen de leur trouver un emploi quelconque. Le capitaine Argus rappelle à l'ancien humain qu'il n'a aucune obligation officielle de les accueillir. Mais Jean rétorque qu'il est prêt à assumer la responsabilité des enfants, d'autant plus que c'est lui qui les a sauvés.
Argus semble trouver ce raisonnement tout à fait fascinant. Pendant tout ce temps, les enfants restent plantés devant Jean, les yeux remplis d'espoir. Cela donne une idée lumineuse au capitaine, qui réalise qu'il peut utiliser les enfants comme un petit moyen de pression. Il regarde Jean droit dans les yeux et lui dit qu'il autorisera les enfants à rester dans sa propriété. Ils peuvent eux-mêmes y travailler. À condition que Jean accepte un poste de professeur à l'académie, offre qu'il accepte sans hésiter. Et voilà, Poire et Nino se font prendre leurs mesures pour leurs nouveaux uniformes de domestiques. Poire remercie sincèrement le capitaine. Le capitaine ordonne ensuite à ses autres servantes de les former correctement, faisant clairement comprendre qu'il ne tolérera aucune forme de discrimination. Jean s'éloigne avec Argus. Il demande au capitaine quel est le véritable enjeu de ce poste d'instructeur. Argus est honnête. Il admet qu'il n'a aucune idée d'où vient Jean. Mais son instinct lui dit que Jean est quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Puis il va droit au but, disant à Jean qu'il veut qu'il infiltre l'académie Harness sous couverture. Le visage de Jean se fige, et il exige une explication complète pour cette mission soudaine. Argus entreprend alors de décortiquer la sordide lutte de pouvoir qui déchire actuellement la capitale de l'intérieur. D'après lui, plusieurs factions se livrent à une guerre froide secrète, toutes luttant pour le trône car le roi est sur son lit de mort et pourrait disparaître à tout moment. Outre les habituelles luttes de succession, il affirme qu'il existe d'autres acteurs qui n'ont absolument aucun droit au trône, mais qui tentent tout de même de s'emparer du pouvoir. Ces individus sont apparemment extrêmement dangereux et utilisent là même les corrupteurs, que notre époque appelle des envahisseurs, comme des armes pour servir leurs propres intérêts égoïstes. Jean repense à Lord Shapian et réalise qu'il y a probablement des crapules encore plus importantes qui tirent les ficelles dans l'ombre. Le capitaine affirme que son plan est de démasquer ces traîtres et de trouver leur base secrète. Pour l'instant, son principal suspect est l'Académie Harness elle-même. Argus frappe alors à la porte. Il présente Jean à la personne de l'autre côté, sa jeune sœur, Myria Hulton. Il explique qu'elle fréquente l'académie et qu'elle y guidera Jean. Myria laisse aussitôt échapper sa langue acérée sans réfléchir. Elle adresse à Jean la même insulte qu'à Karina, le traitant d'espèce inférieure et méprisable. Le capitaine tente rapidement de la faire taire, rappelant à sa sœur qu'il est incroyablement impoli de parler aux gens de cette façon. Myria campe sur ses positions et refuse catégoriquement d'approuver ce plan. Elle n'acceptera pas de confier une mission aussi cruciale à un individu qu'elle considère déjà comme appartenant à une espèce inférieure. Jean réplique en lui reprochant son attitude déplorable, ce qui déstabilise complètement le capitaine. Argus s'excuse aussitôt au nom de sa sœur pour son comportement irrespectueux. Karina se penche alors vers Jean et lui murmure que Myria est en réalité une force de la nature, mais qu'elle nourrit un préjugé sérieux et profondément ancré contre les espèces dites inférieures. Mais Myria n'en a pas fini et elle continue de lancer insulte après insulte à Jean. Elle déclare sans ambages qu'elle ne voit rien chez lui qui le qualifie pour un poste d'instructeur. Et c'est là que Akama aggrave considérablement la situation, en révélant nonchalamment que son tuteur est analphabète. Mais Akama tente rapidement de rattraper le coup, s'extasiant sur la force et les capacités incroyables de Jean malgré cela. Ces éloges font soudain remonter un souvenir à la surface de la mémoire de Karina, qui réalise alors que c'est Myria qui avait incité les élèves de l'académie à attaquer Argus plus tôt dans la journée. Le capitaine ne cesse de s'excuser, promettant à tout le monde qu'il va sévèrement punir sa sœur pour cela. Jean change habilement de sujet et demande à Argus ce qu'il est censé enseigner. Argus explique que, d'après ce qu'il a vu, Jean a un véritable don pour les arts spirituels. C'est précisément pour cette raison qu'il pense que Jean est le choix idéal pour enseigner aux élèves les principes fondamentaux. Il détaille ensuite les 4 arts spirituels fondamentaux: l'inflammation, la décharge, la congélation et la guérison, ajoutant que la plupart des gens sont considérés comme compétents s'ils maîtrisent au moins 2 d'entre eux. Au moment où Jean apprend que toute la base de leur magie repose sur 4 arts spirituels simples, une idée lui traverse l'esprit. Il réalise instantanément que le chef bandit qu'il avait affronté auparavant était en réalité bien plus talentueux qu'il ne l'avait imaginé. Le geste que cet homme a réalisé serait facilement considéré comme un art spirituel particulier à cette époque. Un sourire discret et entendu se dessine sur le visage de Jean tandis qu'il prend sa décision. Il pense qu'il va peut-être devoir complètement réécrire la façon dont toute cette époque conçoit ses pouvoirs spéciaux. La scène fait un bond dans le temps, reprenant l'histoire environ 1 semaine plus tard. C'est enfin le grand jour pour Akama. Elle va passer son examen d'entrée et intégrer l'académie. Argus fait son entrée,
Jin marchant juste à côté de lui. Il souhaite que Jin prenne officiellement en charge les fonctions d'instructeur requises pour cette année. Apparemment, chaque année, une division différente de l'ordre des chevaliers doit assumer ce rôle. Cette fois-ci, c'est la 7e division qui est désignée. Jin les suit discrètement, essayant de se faire oublier, et il remarque quelque chose. Un homme imposant nommé Rudman reste collé à lui, le fixant intensément pendant toute la traversée. Le groupe atteint finalement sa destination. Ils arrivent à destination. Le bureau du directeur. Argus s'avance et la salue respectueusement. Un sourire chaleureux illumine le visage de la directrice. Elle est visiblement heureuse de voir son ancien élève s'épanouir au sein de l'ordre des chevaliers. Son ton change lorsqu'elle évoque le drame politique qui se déroule à l'intérieur du pays. Puis, soudain, elle tourne ses critiques vers Jin. Elle dit au capitaine qu'il ne devrait pas prendre l'académie aussi à la légère. Elle n'arrive pas à croire qu'il ait envoyé une espèce inférieure pour occuper un rôle aussi vital. Mais le capitaine campe sur ses positions, insistant sur le fait que Jin est plus qualifié que quiconque dans toute sa division. Au moment même où le directeur semble sur le point d'accepter Jin, le rat maigre Lord Gita intervient aussitôt pour protester contre toute cette idée. C'est maintenant à son tour de lancer des insultes à l'homme préhistorique. Il soutient qu'il est hors de question de laisser un être humain inférieur occuper ce genre de poste. Le directeur se tourne alors vers Lord Rudman et lui demande son avis sur cette objection. L'homme corpulent dit comprendre parfaitement cette inquiétude. Mais il soulève un point plus pratique, les mettant en garde contre les réactions négatives potentielles des étudiants et des autres enseignants. La directrice d'école rejoint le mouvement de protestation, admettant qu'elle partage exactement la même préoccupation. Jin se rend compte qu'ils parlent tous de lui comme s'il n'était même pas là. Il s'avance donc pour se défendre, offrant une salutation polie avant de se présenter avec des manières parfaites. Il leur montre qu'il peut garder son sang-froid même lorsqu'ils le dénigrent ouvertement. Il regarde alors les seigneurs droit dans les yeux et leur pose une question directe. Le juge-t-il sur son apparence, comme s'il appartenait à une espèce inférieure? Ou bien est-ce parce qu'il pense réellement qu'il n'a pas l'autorité requise pour ce poste? Le directeur se contente de sourire, répondant que leur seul véritable problème est de savoir s'il possède les compétences nécessaires. Elle lui demande alors sans détour s'il est prêt à leur prouver ses capacités. Quand Argus suggère qu'elle devrait tester Jin elle-même, le directeur accepte la proposition. Un combat d'entraînement rapide est organisé sur le terrain d'entraînement aux arts spirituels de l'Académie Arnask. C'est ce rat maigre et sournois qui se porte volontaire pour affronter Jin. Il rit, disant qu'au moins Jin ne sera pas trop gêné puisqu'il n'y a pratiquement aucun étudiant qui regarde aujourd'hui. Le directeur énonce les règles du combat, précisant clairement qu'ils ne peuvent utiliser que les arts spirituels. C'est parce qu'elle s'attend à ce que la nouvelle recrue enseigne précisément cela à l'académie. Quelques étudiants commencent à se rassembler pour regarder le combat, et Miria est juste là, au milieu de la foule. Elle est surexcitée parce que c'est la première fois qu'elle va voir le rat maigre se battre pour de vrai. Jin sait déjà comment ça va se passer. Il laisse échapper un petit soupir et se prépare à offrir un spectacle à l'Institut. Ils vont bientôt pouvoir constater par eux-mêmes ce dont il est capable. Argus, de son côté, commence à s'inquiéter un peu, car c'est la première fois qu'il verra son candidat trié sur le volet combattre en public. Lord Gita semble vivre un moment inoubliable, vibrant littéralement d'excitation à l'idée de réduire Jin au silence et de mettre fin à ce jeûne. Sans perdre une seconde, il s'empare de l'initiative et lance immédiatement une énorme boule de feu, convaincu que c'est largement suffisant pour éliminer Jin d'un seul coup. Jin esquive l'attaque comme si de rien n'était. Mais le rat maigre est toujours persuadé d'avoir gagné, prêt à prouver que le capitaine s'est complètement trompé. Il enchaîne avec son atout maître, une attaque qu'il appelle Lightning Sars. Jin esquive sans cesse tous les coups, et on voit bien que ça commence à l'agacer. Alors que le rat maigre pense que Jin n'est capable que de s'enfuir, Jin lui-même laisse échapper un autre soupir discret. Il se dit que ce niveau de pouvoir n'a jamais été destiné à être utilisé sur d'autres personnes. Mais dos au mur, Jin décide finalement qu'il est temps de leur montrer ce dont il est capable. Il déchaîne délibérément un art spirituel unique en son genre. Il le frappe avec une attaque de manipulation de la gravité. Ce coup projette le maigre rat Lord Gita, la tête la première au sol, l'immobilisant complètement et prouvant qu'il n'avait aucune chance et que tous ses grands discours n'étaient que du vent. Le directeur et le gros homme, Lord Rudman, sont tous deux complètement abasourdis par ce qu'ils viennent de voir. Même Argus et sa sœur, Miria, restent là, bouche bée,
après avoir assisté à une démonstration de puissance si pure qu'elle n'a jamais rien vu de pareil. Ils se mettent tous à demander ce qui vient de se passer. Jin hausse les épaules et explique qu'il jouait simplement avec la gravité autour de Lord Gita. Lorsqu'il entend tout le monde murmurer qu'ils n'ont jamais vu un mouvement pareil, Jin ne peut s'empêcher d'esquisser un petit sourire, réalisant il reste encore beaucoup à apprendre pour ses élèves, et même pour les professeurs de l'académie. Le seigneur Gita grince des dents, furieux et cloué au sol. Il a l'air tellement pitoyable qu'on en viendrait presque à plaindre le vieux. Notre garçon. Finalement, la pression de la gravité se relâche, le libérant de toute responsabilité. Gita perd complètement le contrôle, hurlant qu'une technique spirituelle comme celle-ci ne devrait même pas être possible. Il se met à vociférer que son adversaire inférieur utilise forcément une ruse grossière et illégale. Notre garçon reste là, impassible, laissant le vieux hurler à plein poumon comme une vraie carène, sans même broncher. Après avoir observé toute la scène, la directrice prend calmement sa décision. Les élèves des environs sont eux aussi assez impressionnés. Myria, en particulier, essaie de comprendre comment il peut contrôler autant de pouvoirs divins. En général, les personnes de rang inférieur n'en possèdent presque pas, ce qui la rend extrêmement curieuse. Elle est déterminée à découvrir qui est vraiment Jin. Une semaine passe, et nous arrivons à la cérémonie de bienvenue. Le directeur se lève et annonce que l'Académie Harness a été créée pour former des guerriers capables de neutraliser les menaces d'invasion. Si tu es trop faible pour tenir le coup, tu n'as rien à faire ici. Mais pour ceux qui y parviennent, c'est une vie confortable, avec tout le statut et le pouvoir qu'ils pourraient désirer. Vu d'en haut, quelques demi-humains qui accompagnent Myria sont surpris de voir autant de nouveaux visages, dont beaucoup ne sont même pas issus de familles nobles. Rias, une demi-humaine lionne, s'approche et salue Myria. Il lui dit qu'il est surpris qu'elle se soit effectivement présentée à la cérémonie de bienvenue. Pendant qu'il parle, soudain, il repère quelque chose. Il repère un élève subalterne assis près du corps professoral, presque en train de suffoquer. Il perd complètement son sang-froid lorsque Myria révèle nonchalamment que ce type est en fait leur tout nouvel instructeur. Elle demande à Rias sa première impression sincère, basée uniquement sur l'apparence. Il ne mâche pas ses mots, traitant le type de parfait inconnu sans talent ni avenir. Elle avoue avoir eu la même réaction au départ. Il sentait un regard pesant sur lui. Jin comprend assez vite qu'il ne peut pas se contenter de fouiller dans les secrets de l'académie dès son premier jour. Avant toute chose, il doit redorer son image en passant de celle de incompétent et d'inférieur à quelque chose de plus inoffensif et discret. Parce qu'en ce moment, on a l'impression qu'il se promène avec une énorme cible peinte dans le dos. Après la cérémonie, c'est enfin l'heure de son premier cours. Dans le même temps, le seigneur Gita réunit les élèves les plus âgés et leur annonce que leurs cours habituels reprennent officiellement. Il leur adresse un avertissement sans détour. Ils ne doivent pas se faire surclasser par toutes ces nouvelles recrues vedettes qui viennent de s'inscrire cette année. Mais ensuite, il demande avec colère pourquoi la plupart des élèves ne sont pas là. Le vieux pervers sourit en secret, car il sait que la plupart d'entre eux préféreraient manger de la terre plutôt que de suivre un cours dispensé par un inférieur. Ce serpent visqueux a même tenu à préciser à tout le monde que le cours du jour serait donné par Jin. Étonnamment, notre professeur ne semble pas le moins du monde perturbé. Il s'avance tranquillement vers le podium avec une confiance totale et se présente comme le nouvel instructeur de techniques spirituelles. Sans interruption, Rias n'a aucune gêne et lui demande sans détour s'il possède réellement les compétences nécessaires pour enseigner aux élèves les plus élitistes de l'académie. Notre garçon lui adresse un sourire désinvolte et dit qu'ils vont tous bientôt le découvrir, n'est-ce pas? Il dit même au demi-humain lion qu'il est totalement libre de partir si la leçon ne lui convient pas. Ceci étant établi, il énonce immédiatement une règle. Il fait bien comprendre à ses élèves que l'utilisation des pouvoirs divins sur des êtres humains ordinaires est absolument interdite, quoi qu'il arrive. Il leur explique la logique, en précisant que les pouvoirs divins ont été créés spécifiquement pour neutraliser le facteur de guérison des inhibiteurs. L'être humain se rétablit normalement après avoir été blessé. Il affirme clairement que la seule et unique fonction de cette puissance a toujours été de détruire les envahisseurs. En entendant cela, un grand bavard au fond de la salle se met à parler à tort et à travers. L'homme le traite de faible, affirmant qu'il ne doit posséder lui-même aucun pouvoir divin. Ce gamin arrogant prétend avoir le droit absolu d'utiliser son pouvoir comme bon lui semble. Il a maintenant l'air un peu agacé. En gros, le professeur Jin le met au défi de vérifier s'il est vraiment aussi faible qu'il le prétend. En plein milieu du cours, il dit à l'élève de venir le frapper de son mieux. Le gamin affiche un sourire suffisant,
jurant de sécher les cours pour toujours si le professeur lui met ne serait-ce qu'une seule note. Il saisit l'occasion, invoquant une lance de foudre pure qui crépite d'une puissance brute. Même le seigneur Gita s'inquiète, craignant que la salle de classe elle-même ne soit réduite en miettes par une attaque aussi violente. Sans hésitation, l'étudiant lance la lance directement sur la poitrine de Jin. L'impact soulève un immense nuage de poussière qui remplit toute la pièce. Tous les présents pensaient que l'inférieur était complètement cuit. Mais soudain, une épée surgit de l'épaisse fumée. L'objet percute le mur juste derrière l'étudiant, manquant de quelques centimètres son visage sous le choc. Jin parle calmement, faisant remarquer que la lame aurait pu le transpercer s'il avait réellement voulu le tuer. Et sur ce, il nous donne sa première véritable leçon de la journée. Ne jamais rejeter quelqu'un uniquement sur la base de son apparence. Rias observe la scène se dérouler, se demandant si ce mouvement pouvait même être qualifié d'art spirituel. Le professeur Jin poursuit son exposé, expliquant que les personnes considérées comme inférieures le sont parce que tout le monde les présume faibles. Il fait alors remarquer qu'il est clairement beaucoup plus fort qu'eux et leur demande ce que cela fait de lui. Son autorité monte en flèche lorsqu'il leur donne lui-même la réponse. « C'est cela, dit-il, qui fait un enseignant. » Ensuite, il donne une deuxième leçon. Jin demande à ce même étudiant s'il sait ce qu'il faut pour réellement utiliser les arts spirituels. L'enfant répond comme si c'était la chose la plus évidente au monde, en disant que tout est une question d'imagination débordante. L'enfant explique que si l'on peut imaginer quelque chose d'assez difficile, les esprits feront en sorte que cela se réalise. Le professeur Jin reconnaît que l'imagination en fait partie, mais il affirme qu'il leur manque à tous un ingrédient essentiel. Il explique cela en détail, affirmant que les esprits réagissent à des longueurs d'onde spécifiques, qui sont les véritables déclencheurs de leur pouvoir. Il existe au total 8 longueurs d'onde principales. Parmi eux, allumage, décharge, guérison et congélation. Ce sont les 4 que les gens connaissent le mieux. Mais le contrôle de la gravité, le contrôle de la lumière, contrôle de l'atmosphère et la manipulation spatiale existent aussi. La déesse Gita manque de peu d'avoir une crise cardiaque en le voyant démontrer les 8 techniques comme si de rien n'était. Après cette révélation fracassante, notre garçon commence enfin son premier vrai cours. Plus tard dans la soirée, il essaie de déterminer par où commencer pour enquêter sur les agissements douteux de l'académie, car le campus grouille d'étudiants. Après son petit spectacle en classe, il est devenu le sujet de toutes les conversations. S'il veut découvrir quoi que ce soit, il doit se rendre dans un endroit interdit aux élèves. Sur son chemin, il tombe par hasard sur Myria. Sans hésiter, elle lui demande sans détour d'avouer qui il est vraiment. Il réplique en demandant comment il pourrait être autre chose que l'inférieur que tout le monde croit qu'il est, et elle admet que ce serait un argument valable. Sans sa capacité à maîtriser sans effort les 8 arts spirituels, il n'en serait rien. Même la plupart des demi-humains en sont incapables. Notre fils minimise la chose, disant que ce n'est pas grave, et comparant cela au simple fait de changer d'onglet pour différentes longueurs d'onde, même s'il sait que c'est bien plus compliqué que ça. Elle lui dit qu'ils doivent terminer cette conversation dans un endroit plus intime. Une fois seule, elle répète sa question sur son identité. Cette fois, il affirme n'être qu'un humain qui a été cryogénisé pendant quelques millions d'années sous le village de Kadama. Pour lui faire plaisir, elle lui demande ce qu'il était censé faire avant d'hiberner. Jin ne ment pas et lui avoue sans détour qu'il était membre des forces spéciales de son gouvernement. Même après des milliers d'années, il se souvient de cette époque avec une clarté parfaite, comme si tout cela s'était passé il y a seulement quelques années. Intriguée, elle insiste, lui demandant pourquoi un homme qui a combattu pour son pays serait mis au placard. Il devient un peu triste et admet avoir échoué dans sa mission. Il croyait sincèrement que s'il se surpassait suffisamment, il pourrait sauver tout le monde. Mais il a finalement commis une erreur, et c'était fini. Il admet également que devenir professeur n'était pas le fruit du hasard. Il a besoin de l'influence de la famille Alton. Changeant de sujet, il lui demande où ils vont. Peu de temps après, elle le conduit dans une pièce crasseuse et délabrée. Je lui ai expliqué que c'était autrefois un placard à fournitures où les enseignants rangeaient tout leur matériel de classe. Une statuette de hibou posée sur une étagère attire immédiatement son attention. Il lui demande la véritable raison de l'avoir amené ici. Myria finit par avouer qu'elle a scruté l'espace étrangement vide juste à côté de ce débarras. Il est bien trop grand pour rester inoccupé et doit cacher quelque chose d'important. Sans hésiter, le professeur Jin se penche nonchalamment et saisit la statuette du hibou, ce qui lui vaut un regard perplexe tandis qu'il caresse la vieille chose poussiéreuse. Dès qu'il la fait pivoter légèrement,
les étagères s'écartent, révélant un passage caché plus profondément à l'intérieur. Il la félicite calmement, car elle avait parfaitement raison concernant l'existence d'une pièce secrète. Myria est totalement abasourdie, complètement déconcertée par la rapidité avec laquelle il a découvert l'astuce. Notre professeur explique calmement qu'il a remarqué que la chouette était le seul objet propre dans une pièce enfouie sous une épaisse couche de poussière. Il lui demande alors d'attendre pendant qu'il va inspecter seul cette pièce suspecte. Surprise, Myria insiste pour l'accompagner. Il la prévient qu'un dangereux intrus pourrait se trouver à l'intérieur. Il ne pourra peut-être pas la protéger, mais la blonde lui fait bien comprendre qu'elle a des compétences à toute épreuve. Elle affirme avec assurance être largement supérieure à tous les autres élèves de sa classe, seul son frère étant peut-être plus doué qu'elle. En entendant cela, il décide de la croire sur parole. Tous deux descendent prudemment l'escalier délabré, qui s'étend bien plus loin qu'on ne l'imaginait. Myria apprécie discrètement la facilité avec laquelle elle peut contrôler la lumière dans l'obscurité totale. Jin lance une blague à voix haute, disant que l'endroit ressemble à un donjon d'où surgiraient des monstres tout droit sortis d'un jeu vidéo fantastique. La référence au jeu vidéo lui échappe complètement. Elle reste néanmoins curieuse et revient sur son passé, lui demandant s'il a déjà désigné un suspect principal. Après tout, traquer les criminels, c'était censé être son ancien métier. Il ne peut s'empêcher de sourire en voyant à quelle vitesse elle a gobé son histoire rocambolesque. Il estime lui devoir une petite récompense pour sa confiance. Il lui confie alors un secret, lui disant qu'il a le pressentiment que Lord Rudman est impliqué dans cette histoire, ce qui l'a fait immédiatement douter de sa certitude. Le professeur Jin lui explique la situation, précisant que même si le type fait bonne figure pendant ses cours, il y a quelque chose de totalement étrange chez lui quand il pense que personne ne le regarde. Dans ces moments d'inattention, ce type louche dégage l'énergie de quelqu'un qui mijote un plan vraiment douteux, signe classique d'une personne menant une double vie. De plus, il était flagrant que cet homme avait un œil bien trop aiguisé pour être un simple professeur. Myria avoue qu'elle soupçonnait en réalité Lord Gita d'être le principal coupable. Mais Jin balaie son idée d'un revers de main, faisant remarquer qu'un homme totalement incapable de maîtriser ses émotions ne pourrait jamais mener à bien une intrigue complexe. Il laisse même entendre que le vieux grincheux est probablement quelqu'un de bien au fond. Finalement, ils arrivent tous les deux en bas de l'escalier. Elle débouche sur un immense hall complètement recouvert de poussière. Myria reste bouche bée en découvrant l'immense labyrinthe qui s'étend juste sous le terrain de l'académie. Mais soudain, Jin s'immobilise, tout aussi stupéfait qu'elle. Jamais de la vie. Aurait-il jamais imaginé tomber sur le laboratoire de Kagura, caché dans un endroit pareil? Lorsque Jin pose les yeux sur les portes gardées par des nanomachines, ce que les gens de cette époque appelleraient simplement des esprits, il le sait sans l'ombre d'un doute. Il s'agit de l'ancien atelier de Kagura. Myria commence à paniquer parce qu'elle fouille depuis des lustres, et elle n'a jamais trouvé cette porte gigantesque qui était enfouie juste sous l'académie pendant tout ce temps. Jin, il repense, mais Jin sait déjà parfaitement qu'il a toute latitude pour aller où il veut. Il tend donc nonchalamment la main, et le système de sécurité l'identifie instantanément comme l'utilisateur le plus haut placé. La porte se déverrouille immédiatement, les imposantes grilles s'ouvrant lentement. Jin ne peut s'empêcher de se demander si la personne qui tente de renverser les dirigeants du pays, il s'agit également d'une personne qui avait l'autorisation d'entrer dans cet établissement. Pendant ce temps, Myria est toujours complètement paralysée, son esprit refusant de comprendre que cet immense complexe se cachait juste sous l'académie. Elle finit par demander à Jin s'il n'avait vraiment pas besoin d'une clé, et il lui répond avec désinvolture que les humains de l'Antiquité constituaient un cas particulier. À ce moment-là, Myria commence à se dire que son histoire insensée pourrait bien être vraie, et elle le suit discrètement plus profondément dans le laboratoire caché. En bas, ils découvrent un spectacle glaçant. Plusieurs corrupteurs sont enfermés dans de grandes cages métalliques, et étrangement, ils sont tous parfaitement calmes, ne montrant aucun signe de leur rage berserker habituelle. Jin a une impression de déjà-vu, se souvenant des corrupteurs que les bandits avaient enfermés, et de leur silence étrange juste avant d'être libérés. Mais ce qui le préoccupe le plus, c'est de savoir comment on a pu transporter des monstres aussi énormes jusqu'à un endroit pareil sans se faire remarquer. Myria doit bien admettre que les soupçons de son frère concernant l'académie étaient probablement fondés depuis le début. Elle leur suggère de se cacher et d'attendre le retour des coupables, préparant ainsi une embuscade parfaite puisqu'ils finiront bien par revenir. Jin rejette ce plan,
lui expliquant qu'ils doivent sceller l'académie et neutraliser ses corrupteurs avant toute autre chose. Myria riposte, déterminée à ne pas laisser le cerveau derrière tout ce complot s'en tirer comme ça. Mais Jean explique que la protection des élèves doit passer avant tout. Car si ces corrupteurs se déchaînent, ce sera la vie de chaque membre de l'académie qui sera en danger. Lorsqu'il lui fait remarquer que son frère prendrait probablement la même décision, la jeune fille finit par approuver son approche. Jean ajoute ensuite que toute cette situation lui donne un très mauvais pressentiment et que son intuition ne se trompe presque jamais. Il dit qu'il va lui-même enquêter plus en détail sur le laboratoire. Il lui demande de remonter chercher son frère afin que l'académie soit placée sous couvre-feu et que les élèves soient protégés. Après l'avoir vu relever la tête, Jean s'enfonce plus profondément dans l'installation souterraine, dans l'espoir de découvrir des indices utiles. Pendant ce temps, à la surface, le rat maigre se fait littéralement lyncher pour s'être fait ridiculiser par le nouveau tuteur. Malgré tout, il continue de traiter Jean d'espèce inférieure et de le blâmer d'avoir ruiné toute sa réputation. La directrice de l'académie décide qu'elle en a assez vu et se dirige droit vers Lord Gita. Elle dit à l'instructeur maigre d'arrêter ses mouvements bizarres et ses postures étranges, soulignant que cela met sérieusement mal à l'aise les élèves. Se faire réprimander par le directeur devant tout le monde est une humiliation publique énorme. Le directeur enchaîne avec une autre question, exigeant de savoir où se trouve Lord Rudman, qui est totalement absent depuis le matin. La directrice a déjà bien trop de choses à gérer, mais la disparition du gros homme fait grimper son anxiété à un tout autre niveau. Soudain, elle lève les yeux et aperçoit un nuage noir menaçant se matérialiser au-dessus de l'académie, la laissant se demander quel nouvel enfer elle est en train de commettre. Au même moment, Myria s'enfuit aussi vite qu'elle le peut vers la surface. Mais dès qu'elle franchit la porte donnant sur l'extérieur, elle s'arrête net. Juste devant elle se tient nul autre que Lord Rudman en personne. Il s'agit exactement du même homme corpulent dont on était totalement introuvable depuis le matin. Il arbore un sourire parfaitement malicieux, une expression qui crie haut et fort qu'il est impliqué dans quelque chose de terrible. De retour dans le laboratoire secret, Jean poursuit ses recherches. Il porte son attention sur un ensemble de portails étranges, rougeoyants, qui pulsent de façon rythmique comme s'ils avaient un battement de cœur. Il commence à se demander sérieusement si tout cet appareil n'est pas une sorte d'être vivant. Et si c'est le cas, il doit se demander si c'est bien Kagura qui l'a réellement fabriqué. C'est alors que Jean repère le cube de communication familier. Il s'agissait du cube que Kagura avait emballé avec l'injecteur de nanomachine qu'il avait utilisé précédemment. Il espère sincèrement que l'appareil détiendra des réponses qui l'aideront à maîtriser cette situation absurde et à trouver un moyen d'y mettre fin. Sans perdre une seconde, il active l'appareil et une projection holographique de Kagura s'anime, sirotant nonchalamment son café. En substance, Kagura explique qu'il savait que Jean arriverait ici avant tout le monde, car ce laboratoire était le plus proche de l'endroit où il était censé se réveiller. Le docteur explique ensuite que c'est dans ce laboratoire qu'il travaillait sur un projet que l'humanité n'aurait même pas pu réaliser à son apogée, il y a des centaines de millions d'années. Il mentionne également qu'une infime partie de l'incroyable puissance de cet appareil a été condensée et scellée à l'intérieur de l'injecteur spécifiquement pour que Jean puisse l'utiliser. Il passe un moment à se vanter de son génie pour avoir réussi cet exploit, avant de finalement lâcher la bombe concernant la machine époustouflante dont il parlait depuis le début. Cette invention incroyable est un véritable appareil de téléportation. Jean est complètement abasourdi. Il n'aurait jamais imaginé que Kagura soit capable de construire quelque chose d'une telle envergure. À présent, tous ces événements étranges commencent à prendre sens. Ces nouvelles informations corroborent ce qu'Argus a dit précédemment, à propos de la façon dont les envahisseurs sont apparus soudainement un peu partout dans la ville. Soudain, une multitude de sirènes d'alarme retentissent dans l'esprit de Jean. Il comprend que la personne qui contrôle ce téléporteur est probablement le cerveau derrière toute cette invasion, surtout avec une collection de monstres en cage juste ici, dans le laboratoire. Mais Jean repasse alors le message de Kagura dans sa tête et se rend compte que quelque chose cloche. Kagura a spécifiquement mentionné que son appareil de téléportation d'origine était censé être d'un bleu éclatant. Alors si c'est le cas, qu'est-ce que c'est que cette machine rouge menaçante qui ronronne juste devant lui ? Au moment même où une horloge voisine sonne minuit. Et comme par magie, la machine s'anime soudain avec un bourdonnement puissant et inquiétant. Jean prend appui sur ses pieds, se préparant à affronter le nouvel enfer qui va surgir de ce portail. Au contraire, chaque envahisseur, piégé à l'intérieur des cages, disparaît tout simplement
envolé en un instant. Pendant ce temps, à la surface, Argus et les chevaliers sacrés assistent impuissants au déroulement de leur pire scénario absolu. Une armée d'envahisseurs commence à déferler du ciel et à atterrir partout dans la capitale royale, comme s'ils se lançaient dans une sorte de combat à mort macabre. En bas, dans le laboratoire, le gros homme graisseux fait face à Myria, son visage se tordant dans un sourire des plus répugnants et inquiétants. Il la provoque, lui demandant pourquoi elle a l'air si tendue et si pressée. La réponse de Myria est glaciale. Elle dit à l'homme responsable de ce désastre de se pousser de son chemin s'il ne veut pas être blessé. Lord Rudman feint d'être sincèrement choqué, admettant qu'il se doutait depuis un certain temps qu'elle s'intéressait à ses affaires. Mais il ajoute que, malheureusement pour elle, elle a compris bien trop tard, et lorsque Myria lui demande de s'expliquer, il annonce calmement que l'heure du règlement de compte a déjà sonné. Le chauve négligé laissa échapper un soupir, expliquant qu'il voulait repousser l'échéance. La présence de quelques insectes rôdant autour de son laboratoire l'avait contraint à accélérer le processus. Il souligne qu'il a rapidement compris que le plus grand danger pour toute son opération est Jean. Son instinct lui criait que le nouveau professeur allait être un problème majeur, tout comme le frère de Myria. Il n'a même pas besoin de preuves, il sait juste que c'est Jean qui a trouvé l'entrée secrète de cet endroit. Il décide qu'il a assez parlé pour aujourd'hui et se dit qu'il est beaucoup plus simple de se débarrasser des témoins sur le champ. Myria manque de rire de l'arrogance de l'homme, trouvant hilarant qu'il pense pouvoir la vaincre. Un sourire véritablement tordu et démoniaque se dessine sur le visage de Rudman. Il se met à fanfaronner, exalté par la puissance démesurée qu'il a accumulée. Il ne remarque absolument pas la jeune fille qui s'approche furtivement de lui par derrière. Myria transpire nerveusement. Elle est partagée entre la terreur qu'elle éprouve pour la jeune fille et le doute sérieux quant à la possibilité que ce plan complètement insensé puisse fonctionner. Akama n'hésite pas une seconde, frappant de toutes ses forces malgré sa petite taille et atteignant de plein fouet la tête du gros porc. Myria reste bouche bée, complètement abasourdie. Elle demande à Akama comment elle a bien pu trouver cet endroit, ce qui donne lieu à une explication précipitée. Elle cherchait Jean. La ville à l'extérieur est plongée dans un chaos total et il sera impossible de sauver tout le monde sans leur protecteur. En descendant, elle a croisé un autre nouvel étudiant nommé Kudo, qui lui a dit que leur professeur venait d'aller dans la réserve. La nouvelle élève se sent un peu coupable d'avoir assommé un professeur, mais Akama rétorque que ce type l'avait bien cherché. De toute façon, puisqu'il ne les a jamais vus de dos, elle se dit qu'ils pourront toujours rejeter la faute sur la princesse blonde si les choses tournent mal. C'est alors que Jean parvient enfin en haut des escaliers. Inquiet, il demande ce qui s'est passé, et aperçoit alors un cochon mou sur le sol, telle une quille de bowling tombée. Akama le sort de sa confusion en lui annonçant rapidement que toute la ville à l'extérieur est plongée dans un chaos total. Jean n'est pas le moins du monde surpris, car il avait déjà compris qu'il n'y avait qu'une seule cible possible pour tous les envahisseurs téléportés depuis le laboratoire. Myria pâlit lorsque la vérité la frappe enfin de plein fouet. Tous trois s'élancèrent aussitôt à l'extérieur, sans perdre un seul instant. Les flammes ravagent la ville, et près de la moitié d'entre elles n'est plus que ruine. Des citoyens terrifiés courent dans tous les sens tandis que l'enfer se déchaîne. Au milieu des essaims de monstres envahisseurs, un monstre unique qui ressemble à un Vilgax massif et imposant, et elle se distingue de loin comme la plus forte. Voir sa maison adorée réduite en miettes de la sorte laisse Myria complètement et sans voix. Une fois de plus, c'est à Akama de le sortir de sa torpeur et de le ramener au chaos qui se déroule sous leurs yeux. Elle pointe un doigt vers l'horizon, attirant son attention sur l'énorme monstre à tentacules. La créature accumule une quantité d'énergie incroyable, se préparant manifestement à déclencher une explosion dévastatrice. Et son unique et seul objectif est le cœur du royaume, le palais royal lui-même. Voilà toute la motivation dont Jean a besoin, désormais entièrement concentré sur le fait de rattraper sa gaffe précédente. Il dégaine aussitôt l'injection spéciale que Kagura avait préparée pour lui, débloquant une version édulcorée de sa capacité de téléportation. Le savant fou lui avait expliqué les détails, précisant que les nanomachines ne pouvaient effectuer qu'un seul saut toutes les 24 heures et que leur portée était censée se limiter à un court bond dans son champ de vision. Ces limites, un individu doté de telles lunettes peut pousser la règle de la ligne de mire à ses limites absolues, se téléportant pratiquement aussi loin que ses yeux peuvent porter. Il ne perd pas une seule seconde à y penser. En un éclair, il disparaît, réapparaissant instantanément pile sur la trajectoire de cet énorme rayon d'énergie. Il apparaît au dernier moment,
juste avant que l'explosion ne s'abatte sur le palais royal.